Et Hanouka. Alors dans la parashat Miketz, on nous dit la chose suivante. C'est marqué Vaï Miketz Nataim Yamim. Au bout de 2 ans, Paro Cholem. Paro va arriver. Pharaon va arriver. Ouais, au bout de 2 ans. C'est-à-dire, Il est pareil il est dur à cuire. Il a mis 2 ans pour rêver. Il va en faire deux. Il devait pas dormir beaucoup. Alors, au bout de 2 ans, il va arriver. Ouais, alors c'est bizarre qu'il ait dormi. Comment dire, il n'ait pas pu rêver avant, quoi. Au bout de 2 ans, il rêve. C'est comme ça que ça. Dis-moi, il a rêvé ce soir-là, quoi. Ouais, il est perturbé par un rêve. Non, au bout de 2 ans, à la fin des 2 ans, il rêve. Alors, à la fin des 2 ans, c'est à la fin des 2 ans où se trouvait Yosef en prison. Parce que Yosef, il est resté 10 ans en prison. Et lorsqu'il a eu le. Il a rencontré le Sarah Mashkim, le fameux maître et chanson à qui il a interprété son rêve en lui disant, tu sais, tu vas partir dans 3 jours et que tu vas retrouver ton poste. Voilà, je t'ai soulagé de ce traumatisme, de ce rêve que tu ne savais pas interpréter. Je t'ai rendu service, rends-moi service quand tu retrouveras Pharaon. Je t'en prie, rappelle-toi de moi et rappelle-moi auprès de Pharaon. Voilà. Il a dit 2 mots, il a pris 2 ans. Vous voyez, 2 mois, 2 ans. Alors, d'accord. Et donc, à bout des 2 ans, c'est là que Pharaon il va rêver, ouais, que la solution c'était le rêve de Pharaon en fait. Parce que Yosef il pouvait pas sortir de prison, c'était impossible. La seule manière qu'il puisse sortir, bah, c'est que Pharaon rêve. A priori c'est ça qu'avait choisi Hachem, et c'est lui qui va trouver les moyens de pouvoir se retrouver devant Pharaon tout seul, à lui tout seul, sans passer par intermédiaire. Ça va? Alors juste pour que vous compreniez ce que je vous dis, c'est comme ça. Il faut comprendre parce que bon, c'est vrai que c'est surprenant. 2 ans, 2 mots, 2 ans, c'est. Il a dit Zechartani veiskartani. Zechartani. Rappelle-toi de moi, Iskartani, mentionne-moi auprès de Pharaon. Tu vois, rappelle-moi auprès de Pharaon. Voilà ce qu'il a dit. Alors il faut comprendre comme ça. En fait, le truc, c'est que euh, Yosef, il vit une vie un peu compliquée. Ça veut dire, Yosef, c'est quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire. Ça veut dire il a du charisme, il ose, c'est le dernier enfant de la famille, et il ose dire à ses frères, voilà, vous allez vous prosterner à moi, dès qu'il voit des choses mal, il va voir son père, je veux dire, il a peur de rien, ouais. À part ça, il est très intelligent, il est beau, il a toutes les qualités du monde, quoi. Je veux dire, il a des midotes, il est très empathique avec ses frères qui sont, pour lui, désabusés par les autres frères qui les traitent d'avadim, je vous ai compris. Et donc, forcément, un homme comme ça, brillant, il va créer la convoitise, il va créer quelque chose, la jalousie, c'est comme ça, vous comprenez, ça fait partie des êtres, ouais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, des gens comme ça. Et donc, donc cette différence-là, elle va déranger évidemment les frères, donc ça va. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le vendre. Ils vont le vendre esclave. Donc il va passer par une période de sa vie très compliquée où il va être chassé de la famille à 17 ans, mais pas cet homme kidnappé par des gens qui ont voulu faire de l'argent sur son dos, mais vendu par ses propres frères. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, kidnapping pour ses propres. Et il sait pertinemment pourquoi, parce qu'il sait qu'il n'est pas supporté par ses frères, et c'est un vrai traumatisme. Comment ça se gère, ce genre de choses? À part ça, hein, il arrive chez Potiphar, il réussit là-bas, et il a de nouveau l'épreuve de la femme de Potiphar. Elle va lui courir après pendant un an, elle va essayer de le séduire, il va refuser, et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va attraper par son vêtement et elle va prétexter qu'elle a été abusée, et cette accusation va l'amener en prison pendant 10 ans, alors qu'il n'a rien fait. Ça va? Et après qu'il ait fait 10 ans de prison, dans un bord en hébreu, c'est quoi un bord? Hein, un puits, ouais. Le bord de la margelle. Il était dans un bord, ça va, un puits. Dans un trou pendant 10 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. 10 ans dans un trou. Oui. Et lorsqu'il arrive, et donc 10 ans dans un trou, j'imagine qu'il a dû pleurer de, toutes ses entrailles, il a dû demander à Hachem de l'aide, il a demandé voilà, qu'il arrive à ressortir de là, quand même. C'est évident comme ça. Et quand il voit le Sarah Mashkim et le Sarah Ophim qui arrivent en prison, ben, je sais pas, mettez-vous à sa place, il prie comme ça, il voit 2 ministres qui arrivent, 2 ministres du roi. Donc il dit Mina Shabbat, peut-être qu'Hachem il a agréé ma prière. Il va leur demander qu'est-ce que vous avez l'air triste et tout. Il dit la Torah, il leur a demandé mais vous avez des têtes bizarres. Il a dit bah bon, on a fait un cauchemar. Chacun un cauchemar et on ne sait pas comment l'interpréter et on est troublé par ce rêve. Il dit bah racontez-moi vos rêves. Ils lui ont pas dit que c'était Paro qui avait fait le rêve. Non, eux c'est eux pour l'instant, c'est eux. Mais non, c'est eux qui ont rêvé. Et ça, hein, et lui il se dit bah Mina Shamaim, ils ont rêvé, mais c'est propre à Yosef d'interpréter les rêves. Donc c'est Mina Shamaim de nouveau, c'est un signe du ciel. Et troisième chose, on lui dit voilà, il arrivait voilà, de grappes de raisin, etc. Donc il lui interprète son rêve en lui disant dans 3 jours tu vas sortir de prison, c'est ça les grappes de raisin, et que quand tu pressais les raisins dans la cosse de Paro dans ton rêve, c'est que tu vas retrouver ton poste de fameux ministre des chansons que tu avais au départ.
Ah, tu dis, ah, super. Et l'autre, il est tellement content de l'interprétation qu'il a faite à son copain que le maître Panotti va dire, moi aussi j'ai fait un rêve. Mais pour vous dire que, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris juste après, il a dit, mais écoute, regarde, tu vas sortir de prison, je t'en prie, fais-moi, rends-moi le recette que je t'ai fait et permets-moi de sortir d'ici. Voilà, je t'ai fait je t'ai fait plaisir, je t'ai fait du bien, renvoie-moi le bien, rends-moi la monnaie et va voir Paro quand tu seras là-bas comment dire, dis-lui que je suis innocent, que j'ai été kidnappé d'Israël et que je me retrouve là aussi, je suis innocent, j'ai été accusé d'avoir abusé d'une femme et tout était faux, voilà, et rends-moi ce service. Et c'est marqué là-bas hein, qu'il a oublié Yosef. L'Ozachar, le jour même, Rachid dit qu'il a oublié Yosef. Vaishkareu, et après aussi, il a carrément oublié après. Maintenant, Minashamim, il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que Rachid dit là-bas, hein, il amène un passage dans Teilim qui dit que Ashrea Gever, heureux soit l'homme, Asher Sam Hashem Iftacho, qui place Hashem dans sa confiance. Donc il faut heureux soit l'homme qui place Hachem dans sa confiance. Vélo boter barévi, mais pas qu'il ait confiance en des Rishaïm. Et les Mitzrim, les Égyptiens sont appelés des Rishaïm. Alors on a expliqué ce qu'est le pshat de Racha ici. C'est que c'est cet homme, Racha, c'est que il n'est pas outillé pour rendre service. Un Racha, ce genre de Racha-là, pas le Racha intellectuel, pas le Racha, pas Shomer Shabbat, pas le Racha. Non, le Racha qui pense qu'à lui. Ça va? Il pense qu'à lui, donc il est incapable de rendre service à des gens. C'est ça le rachat. Ouais. Ce type-là, hein. Donc il dit, tu as pas, tu comprends la faute de Yosef, c'est d'avoir fait eu confiance à un type qui ne lui rendra pas la tova. Ça va? Et donc c'est pour ça qu'il a dû attendre 2 ans de sa vie pour essayer de solutionner ce problème. Maintenant, quelle était la faute de Yosef? Alors j'ai expliqué comme ça. Le problème des tzadikim, c'est que ils attendent des choses. Donc ils ont un espoir, ils tiennent toujours espoir, ils espèrent tout le temps que ça va marcher, qu'ils vont sortir de leur situation qui est difficile. Mais qu'ils ont bien compris que ce qu'ils vivent aussi, ça va les aider à pouvoir atteindre cet émotion, autant que ça va les aider à corriger leurs problèmes, parce qu'ils ne sont pas arrivés en prison pour rien. Vous avez compris? C'est pas par hasard qu'il a été chassé de la famille, c'est pas par hasard qu'il a été vendu esclave, c'est pas par hasard qu'il s'est retrouvé en prison. Il y a quelqu'un qui dirige tout ça derrière, c'est Hachem, vous comprenez? Et cette orientation-là, elle a fortement été pensée par Hachem, évidemment. Donc le fait qu'il soit passé par une étape qui s'appelle chasser de sa famille, passer par un statut d'Aïved, d'esclave, qui est passé par comment on veut dire, cette situation où il a eu l'épreuve de Potiphar et qu'il s'est retrouvé finalement en prison pendant 10 ans de sa vie, vous comprenez bien que ça a un certain but. Quel est le but? Ouais, le but, c'est d'angoisser les gens. Non, le but, c'est pas ça. Le but, ouais, parce qu'il y a une façon de voir qui est assez angoissante. Il y a une autre façon de voir, c'est de comprendre que quand quelqu'un y arrive une chose paradoxale comme ça, comme quelqu'un qui a rêvé d'être au-dessus de tout, parce que quand il rêve, il voit ses frères se prosterner à lui, bien entendu qu'il a fait un rêve qui correspond à une ambition personnelle. Nous, quand on dit j'ai envie de faire ça, c'est une forme de rêve qui se réalise dans notre vie. On espère que ça va se réaliser. Mais c'est ce que j'appelle un rêve. Un rêve, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir des ambitions très fortes, très portées par ses ambitions, et il en rêve tellement c'est fort. Ça va? Maintenant, il y a des gens qui rêvent vivants, il y a des gens qui rêvent réveillés, il y en a qui rêvent en dormant. Mais lui, il rêvait réveillé, il était réveillé, il rêvait qu'il allait être cet homme. Il voyait ses frères se prosterner à lui, et voilà. Et tout à coup, il passe de cet homme-là jusqu'à descendre au plus bas de l'échelle, il va être un esclave. Bon, il était bien avec son papa, et tout à coup, on lui enlève cette mitzvah de Kibbutz Avim, on lui enlève le privilège d'étudier la Torah avec son père, on lui enlève tout ça. C'est très très dur, ça, vous comprenez ou pas? Mais non, mais il faut croire qu'Hachem, il n'a pas le choix. Ça veut dire qu'il est préférable qu'il s'en aille, qu'il reste. Pourquoi? Parce que tant qu'il est avec ses frères, il dérange. Pourquoi il dérange? Parce qu'il ne met pas de forme dans les messages. Et le fait qu'il ait du charisme et qu'il n'arrive pas à gérer la forme, comme si qu'il osait dire des choses, il n'a pas peur de dire des choses, tu vois, il dit ce qu'il pense, il dit la vérité, je dis voilà, je vais vous dire la vérité, j'ai arrivé ça. Mais il ne met pas la forme derrière. Donc comme il ne met pas la forme, c'est forcément, ça va déranger les frères, ça va forcément créer une animosité entre les frères. Parce que tu t'es pris pour qui? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Seulement, ça veut dire qu'il n'a pas mis la forme. Alors il dit, tu ne mets pas la forme. Alors pour 2 raisons, tu vas quitter la maison. Un, parce que manifestement, là où tu te trouves, tu déranges. Donc tu es obligé de partir. Vous avez compris ce que dit Hachem? Et le chasse de la maison, ouais, c'est parce que là où il se trouve, ça crée... C'est mal compris ce qu'il est en train de dire. Ou bien il n'est pas capable, lui, de gérer sa personnalité, son charisme. Alors il vaut mieux que tu t'en ailles. Vous avez compris? Et deuxièmement, il va dire un Éved. On a dit pourquoi un Éved? Éved, pourquoi un esclave? Parce qu'un esclave, il ne peut pas se vanter de ce qu'il est, ni de ce qu'il fait, puisqu'il est un esclave. Vous comprenez? Par contre, il peut faire de lui quelque chose.
Donc Hachem, en lui demandant d'être un esclave, il lui dit, écoute, c'est dommage, tu as un charisme extraordinaire, tu as une intelligence prodigieuse, un niveau de prophétie incroyable, tu es beau, etc., tu as beaucoup de qualités. C'est dommage que tu puisses pas faire de toi quelque chose sans te vanter d'être cet homme. Parce que quand tu parles, tu dis, voilà, j'ai rêvé que, tu dis, j'ai rêvé que. C'est ça le problème. Je dis, j'ai rêvé, vous avez prosterné, j'ai rêvé, vous étiez des gerbes, j'ai rêvé, vous étiez là, vous étiez devant moi et vous prosternant devant moi. Ça va? La formulation est dérangeante. Il dit, c'est dommage, il faudrait que tu te canalises à l'intérieur de toi-même, c'est-à-dire que tu sois capable de maîtriser tes connaissances et de la connaissance de toi, et l'utiliser à bon escient, et pas rayonner au point de déranger. Ça va? C'est ça qu'il fallait. Donc Hachem il dit, mais c'est simple, tel que tu es, tu déranges. Et tel que tu es, tu ne sais pas t'organiser et te gérer, alors tu vas sortir d'ici. Vous avez compris? C'est comme Adam Arishon dans le Gan Eden, il faute. Alors Hachem il est obligé de le faire quitter le Gan Eden. C'est pas une punition. C'est qu'il est là où il se trouve, il est pas à sa place. Alors il vaut mieux le mettre dans un endroit où il sera équilibré et il pourra retourner au Gan Eden que le mettre dans un endroit où effectivement le Gan Eden est une pression insupportable, qui pour lui n'est pas le rend incapable de faire ce choix ou de choisir la vérité qui est la sienne. Il peut pas. Donc on le chasse. Vous avez compris ce que ça veut dire? Et le rendre esclave, c'est aussi la logique de canaliser Yosef en lui disant, là où tu te trouveras, tu pourras pas te vanter d'être l'homme puisque tu es. Tu vois, oui, j'ai réussi, je suis un Eved. Vous avez compris? Et tout ce que tu vas faire, c'est au service de quelqu'un d'autre. C'est ça, Eved. Donc utilise cette énergie-là au service de quelque chose et pas au service de toi. Ça veut dire ne fais pas cas de ton avoir. Dis j'ai rêvé, je suis. Non, ça se fait pas. Tu comprends? Même si c'est vrai, ça se fait pas. C'est pour ça que je dis que c'est de la forme. C'est vrai, il va sûrement être quelqu'un des géants et il a les capacités, c'est vrai. Mais ne parle pas de ce que tu es, parle de ce que tu peux faire de toi. C'est pareil. Ou bien l'attitude comportementale qui est de dire, écoute, j'ai fait un rêve, je suis gêné de vous en parler. Ça va, je sais pas, j'ai rêvé, vous avez pensé, mais je suis gêné de vous en parler, c'est ce que j'ai rêvé. Tu vois? S'il avait mis de la forme, ça aurait été mieux d'accepter. Souvent, c'est la forme qui dérange dans la vie. Ça va? Des gens qui sont audacieux, qui osent, et ça, mais qui se prient pour qui celui-là. Ça va? Et les gens qui sont humbles, d'Afka, on les écoute. On les accepte parce que on sait qu'il est énorme et on sait qu'il ne fait pas cas de lui. Oh, quelle grandeur d'âme. Vous avez compris? C'est ça, c'est l'inverse. Et on respecte les gens qui nous respectent parce que la forme est tellement contrastée avec nous que s'il ose montrer ce qu'il est, on va être à l'ombre de cet homme et ça nous dérange. Mais il a été à l'ombre de lui-même. Ah, c'est super. Donc là, on accepte. Il va passer par ces épreuves-là. Ouais. En fait, ce qui va se passer? En fait, il va se canaliser. Ça veut dire que la femme de Potiphar va lui rappeler aussi que il est peut-être en faute derrière tout ça aussi. Derrière, donc on va le canaliser de nouveau. Il va aller en prison, ça va encore plus se concentrer sur lui-même. Jusqu'au moment où il va arriver devant le Sarah Mashkim. Et ce maître échanson, ouais, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Tu vois, Mina Shamaïm, après 10 ans de prière, Hachem, il nous envoie un homme pareil en prison. Bon. Tu dis Mina Shamaïm, c'est Dieu qui me l'a envoyé, et c'est mon sauveur, je suis là. Et Mina Shamaïm, il est arrivé. Et Mina Shamaïm, on lui interprète son rêve. Et Mina Shamaïm, dans 3 jours, il va sortir. Donc tu dis, Mina Shamaïm, c'est sûr que c'est lui qui va me sauver, évidemment, tu vois. Je vais lui dire même plus que ça, j'ai même peur de réfléchir à qui je m'adresse, parce que si c'est pas la bonne personne, je vais devoir rester encore plus longtemps en prison, c'est insupportable. Vous avez compris comment ça marche? Donc va dès que j'ai confiance en lui, et va dès que je mets toutes mes forces en lui. Il a eu tort. Pourquoi il a eu tort? Oui, parce qu'il n'a pas été savoir à qui s'adresser. Ça veut dire que si cet homme était un rachat, rachat ça veut dire il n'est pas capable de rendre le bien que tu lui donnes, à quoi ça sert de croire qu'il va te rendre la tova que tu lui as faite? Et comment tu peux toi imaginer que cet homme-là il va être le vecteur de ton sauvetage? Il n'est pas outillé pour te sauver, donc il ne peut pas être le messager d'Hachem. Mais il n'était pas censé savoir non plus. Qui c'est? Yosef, il n'était pas censé savoir. Attends, je t'explique. Il dit Minachem, Minachem. Donc il dit, je t'en prie, rappelle-moi auprès de Paro. Ça veut dire que je pense que tu seras capable de. Je t'ai fait la Tova, tu vas me rendre la Tova. Mais là, il faut. Tu vois, l'erreur d'ici, l'erreur, c'est quoi? Je t'explique. Quand il a vu cet homme-là, il a dit que c'était Minachem. Oui, non. Très bien. Cette vision, elle est fausse. C'est ça qui est incroyable. C'est pas lui qui va te sauver. Et moi, j'ai cru que c'était lui. En fait, c'est mon mauvais penchant qui m'a fait croire que c'était la bonne personne. Parce que je suis trop intéressé à croire que c'est lui. Alors, si c'est comme ça, pourquoi je m'y l'ai envoyé alors? Parce que finalement, il ne fallait pas qu'il intervienne. Pourquoi Hachem il a envoyé le Sarah Mashkim? Il va arriver, tout ça, ça va servir à quoi? Finalement, ça a servi à quoi? Ça a servi à rien. Oui? Parce que Dafka, parce qu'il a dû demander de l'aide, il fallait pas lui demander d'aide, il fallait avoir confiance en lui et pas avoir confiance en cet homme-là. Ça va?
Donc ça veut dire qu'il a eu tort de lui poser la question. Il a eu tort de lui proposer d'intervenir pour lui. Il a eu tort. Après, je me dis, oui. Vous avez compris? Alors j'ai pensé comme ça. Des fois, Hachem il crée des situations où tu vois de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Ah, c'est sûr que c'est ça. Petit, attends, on sait jamais. J'ai peur. Bon, je vais l'interroger. Je dis, moi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Il m'a dit, ouais, je suis Sarah Mashkim, je suis maître et chanson. Je dis, ouais, mais comment tu arrives au pouvoir? Je suis arrivé au pouvoir, bah, tu sais, c'était pas simple. Famille, difficulté. Bah, écoute, je me suis battu. Mais bon, je suis un peu arrangé. Bon, l'autre, je vais empoisonné, l'autre, machin, tu comprends? Je dis, ah bon, t'as fait ça? Ouais, ouais, mais bizarre. Et comme ça, ouais, je suis arrivé au pouvoir comme ça, ouais. Je me suis débarrassé des autres. Par exemple, je ouais. Je dis, donc tu tiens pas compte des autres, non. Quand je vois ça, qu'est-ce que je vais lui demander de me sauver? Je vais lui demander d'intervenir, il va jamais intervenir. Mais quand je vois ça, qu'est-ce que je ressens? C'est quoi le pluriel de l'espoir? Le pluriel de l'espoir. Un espoir. Désespoir. Donc désespoir. C'est-à-dire. Vous avez compris? Tu attends une prime à la fin du mois? Une prime, des primes. Donc c'est ça. Donc c'est pareil, ça veut dire qu'il attendait. Mais alors, le désespoir, qu'est-ce que ça va engendrer? Mise en question. Qui c'est qui va me sauver maintenant? Moi je crois que c'est pour être lui. C'est pas lui. Hein? Quand on est dans l'espoir, on est aveuglé, on voit plus clair, quoi. On voit plus clair. Ouais. Mais je t'ai dit C'est un peut-être truc. pour ça qu'il s'est retourné vers eux. Non, écoute bien. Ça fait 10 ans qu'il était S'il dans- avait interrogé cet homme et qu'il avait vu que c'était un rachat et jamais il aurait rendu service et ça ne servait à rien de lui proposer d'aller parler à Pharaon, ça sert à rien. Donc cet espoir en vérité il tombe à l'eau. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste rien. Et c'est là que je vais demander à Hachem. C'est à ce niveau-là que je vais lui demander vraiment. Avant je demandais tous les jours, je t'en prie Hachem, je t'en prie Hachem. Mais là quand j'ai vu cet espoir qui a été déchu parce que quelque part c'était lui, c'était l'homme de la situation. Mais si j'avais interrogé cet homme, je me serais rendu compte que ce n'était pas possible. Et là, je serais tombé tellement bas que je dis la seule solution, c'est Dieu. Tu vois? Et là, Hachem, il m'aurait sauvé. Et il aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem? Comment il m'aurait sauvé? C'est ce qu'il a fait Hachem. Il a demandé à Pharaon lui-même d'aller appeler Yosef. C'est pas le ministre qui va t'appeler, c'est Hachem, c'est Pharaon qui va t'appeler. Tu as compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toi, quand tu vois ça, tu dois te dire, de toute façon, il n'y a aucun problème pour Hachem pour sortir de prison. Tu dis, mais comment il va faire? Comment ça va se passer? C'est même pas ton problème. Et je vais dire bien mieux que ça. Ce que tu vas voir est à la proportion de la confiance que tu lui donnes. Parce qu'il avait une chance sur 1 milliard qu'il parle du téléphone. Il dit, voilà, vous voyez les circonstances. Il n'a aucun problème, Hachem, de sortir de prison. T'as compris? Il n'a aucun problème, Hachem, de se libérer. Mais ce que fait Hachem, en fait, c'est comme ça. Des fois, il nous fait tomber au plus bas. Et on est dans l'obscurité la plus totale. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que Hachem existe. Et là, ce que tu vas voir va remplir, va mettre en lumière tout ce que tu as, toute l'obscurité qui était derrière. Vous comprenez ça? Ouais, mais là, c'est parce qu'on a un recul de 3000 ans ou 4000 ans. C'est comme ça. Mais quand on a C'est 10 comme ans de ça. prison et que d'un coup, on a ce qu'on a demandé à Hachem qui vient à nous, c'est peut-être difficile aussi de juger. C'est pas difficile, C'est c'est pour très ça qu'il très est tombé. difficile. Bien sûr, c'est ce que je t'ai expliqué. C'est ça qui est difficile. Ce que tu sais maintenant grâce à Yosef, c'est qu'il y a des subtilités dans l'Yetzer jusque-là. T'as compris? C'est ça que c'est. C'est-à-dire que des fois, mais moi ce que je retiens, bon, bien sûr, il y a l'épreuve de Yosef, mais je retiens des mécanismes, c'est ça qui m'intéresse. De comprendre comment ça marche. Qu'est-ce qu'Hachem, comment Hachem, tu croyais que c'était Hachem, ça n'était pas, comme tu l'as cru. Ça veut dire que toi, tu croyais qu'Hachem, il avait envoyé, lui, c'était ton messager, voilà, tu vas l'utiliser pour, c'est ça qu'il a pensé Hachem. C'est pas ça qu'il a pensé Hachem. Il a pensé Hachem que justement, tu vas l'interroger, tu verras que c'est pas ça. Et c'est ce pas-là qui va te permettre d'atteindre Hachem complètement. Il n'y a que lui qui va me sauver. Et c'est que niveau-là, et là, le parole, il aurait rêvé. Combien ça a pris de temps à Yosef pour corriger ce problème psychologique qu'il avait d'avoir eu confiance en un type pareil? Parce que vous imaginez bien qu'il a dit, bon, dans 3 jours, c'est bon, il va sortir, je vais sortir de prison dans quelques heures. Et il attend. Et il attend, il n'y a rien qui se passe. Et il attend 1 semaine, il n'y a rien qui se passe. 2 semaines, 3 semaines. Et il a dit, bon, c'est bon, j'ai compris. J'ai fait une erreur, j'ai cru avoir confiance en lui, mais c'est pas la bonne personne. Et là, ça a créé quelque chose où il s'est dit, j'ai mis mon espoir dans un homme auquel il fallait pas. Comme si j'avais fait un chilul Hachem de croire qu'il allait me sauver celui-là. Et que Hachem, il avait envoyé pour ça. C'était faux. Il a tellement eu ce trauma, et c'était tellement prenant pour lui, ça lui a pris 2 ans de sa vie pour le corriger ce problème.
pour retrouver ce qu'il avait au départ initialement pensé. C'est pour ça qu'au bout des 2 ans, Paro il va rêver. Au bout des 2 ans, Miket Shnataim Yamim, au bout des 2 ans, au bout de ces 2 ans d'attente, parce que si Yosef il a eu la bonne démarche au départ, hein, alors il aurait été sauvé tout de suite. Seulement comme il a raté l'occasion de le faire, alors ça va prendre 2 ans, et au bout des 2 ans, alors Paro va rêver. Vous avez compris? Ça veut dire que c'est intéressant de voir ici, oui, que, ce qui est intéressant de comprendre déjà, c'est que, Yosef, il sait interpréter des rêves. C'est pas par hasard, ça. Il faut comprendre ce que ça veut dire. L'interprétation des rêves. Qu'est-ce que c'est que les rêves? Vous avez compris? Quand, par exemple, on va passer sur la paracha de cette semaine, Miketz, Paro, il va faire un cauchemar. Pareil, il va arriver de vaches maigres qui vont avaler des vaches grosses, il va arriver de gerbes fanées qui vont avaler des verbes, comment dire, des épis en bonne santé, ouais, etc., etc. Il est perturbé par ce rêve et il demande aux Khartoumim, les sorciers de son époque, et il va demander aux Chachamim, aux sages, aux savants de l'époque, il va demander des interprétations et il va pas être contenté par ce qu'ils vont dire. Et Rachid dit là-bas que ça va pas, que ce qu'ils vont dire ne va pas rentrer dans son cœur, ça veut dire qu'il va pas l'accepter. Comme si que, au fond de nous-mêmes, on avait la réponse à notre rêve, mais qu'on ne savait pas l'interpréter, et la personne qui va atteindre ce que nous sommes au fond de nous-mêmes va nous permettre de mettre en éveil ce qu'on avait, en disant, quelqu'un va rêver un truc, il va dire, mais je suis perturbé, tu peux m'expliquer ce qui se passe, et la personne qui va être la bonne personne qui va expliquer le rêve, il va dire, ah oui, c'est ça que je pense que c'est ça que j'ai rêvé. Je sens que c'est ça que j'ai rêvé, c'est ça que ça voulait dire. Et ce sentir-là, c'est soit tu l'acceptes, soit tu le refuses. Manifestement, Paro, il n'a pas accepté ce qu'on lui avait interprété dans son rêve. Il a dit non, ça ne me parle pas, ça ne me dit rien. Et en plus, c'était un samedi en plus. Vous savez, ça ne me dit rien. Et là il a pas senti le truc. Et donc, et qu'est-ce qu'il a réussi à faire, que ça puisse s'entendre? C'est Yosef. Yosef, il interprète les rêves. C'est intéressant. Que depuis longtemps, Yosef, il sait interpréter les rêves. Il rêve, Yosef, mais il comprend le rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Le rêve, en fait, le rêve, c'est la partie cachée de l'homme. Oui, ça veut dire la partie inconsciente de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vis et des choses que tu as conscience et des choses que tu n'as pas forcément conscience. Et ça s'enferme dans ton inconscient. Et quand est-ce que tu peux y avoir accès? Oui, c'est quand ton corps est en sommeil. Ça veut dire que ce qui fait écran entre ta conscience et toi, c'est ton corps en fait. Mais quand ton corps est présent, tu es dans l'intérêt de toi, tu n'es pas dans l'intérêt de fouiller en toi ou de comprendre ce qui est caché derrière toi ou au fond de toi. Quand est-ce que tu peux y avoir accès? C'est dans le sommeil. C'est pour ça que les prophètes, ils prophétisaient en dormant. Hachem s'adresse à eux dans le sommeil. Pourquoi? Parce que quand le corps est en sommeil, oui, est arrêté, alors effectivement, il y a une capacité intérieure à pouvoir entrer dans soi. Bilham, quand il dit vous allez dormir ce soir et je vais vous dire demain ce que pense Hachem, il peut avoir des messages qu'en dormant. De son vivant, il ne peut pas. Éveillé, il ne peut pas. Et on n'est pas capable. Pourquoi c'est pas comme ça? Parce que on a une neshama au fond de nous. Ça va? Dans nous, on a une neshama. La capacité mentale que nous avons, c'est de savoir ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 30 ans, je peux me rappeler. Je peux avoir conscience du présent, mais je n'ai pas d'accès au futur. On m'a coupé le futur. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, incapable de vous dire. Ma neshama, elle sait, mais moi, je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que mon corps fait écran avec cette vision. J'ai une neshama qui n'a pas de limite dans sa vision. Elle peut voir depuis la création du monde à la fin des temps. Ce qui fait écran entre cette vision de la neshama et nous, c'est le corps qui fait écran, qui fait l'opacité du corps. Cette opacité-là, elle empêche d'accéder à ce qui va se passer demain. Il y a des gens qui font un travail sur eux-mêmes, oui, et qui arrivent à être des prophètes. Et cette prophétie, c'est quoi le travail de prophétie? C'est le travail de midot qui lui permet d'accéder à l'intérieur de soi et ça puisse rayonner à l'intérieur de soi ou à l'extérieur de soi, et il puisse avoir cette vision. Yosef, il sait lire ce qui est dedans. Mais ça peut être possible, oui, que, quand c'est marqué dans la paracha, que quand Paro il va lui dire, mais écoute, voilà, j'ai fait un rêve un tel, et on me dit que tu sais interpréter les rêves, et il dit, vous savez, c'est pas moi. Bil Adai, c'est pas moi qui vais interpréter le rêve, c'est Hachem. Bil Adai. Et Elohim, c'est Dieu qui va répondre à Pharaon. Ça veut dire quoi, c'est Dieu? Ça veut dire comme ça. C'est très intéressant, mais ça veut dire comme ça. Vous savez, on est juif. Ça veut dire qu'on a une potentialité, mais extraordinaire en nous. Et Hachem, il peut, comme si que la connexion entre moi et Hachem pourra se faire de façon entière, que si je l'accepte complètement, et si je suis outillé pour l'accepter. Toutes les épreuves qu'a vécu Yosef, depuis le moment où il est sorti de chez ses parents, et le moment où il se retrouve dans Paro, il s'est passé 13 ans de sa vie.
Mais regardez les séquences qu'il a dû vivre. Mais au fur et à mesure, 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 ouais, il fait un travail sur lui de midot, il fait un travail sur lui d'abstraction de soi pour. Vous avez compris ce qui se passe? Il est évêque, il est en prison. Ce travail-là, s'il a, il a bien fait, il a bien compris, il va faire abstraction de soi pour. Et lorsqu'il voit le Saramach qui me dit, je t'en prie, pense à moi, et là, tout de suite ça marche pas parce que pense à moi. Mais c'est pas lui qui va te sauver, c'est Hachem qui va te sauver. Ça va? Comme si Hachem, il voulait absolument créer ce lien avec lui. Donc quand l'homme, il devient l'outil en vérité d'Hachem, on va dire entre guillemets, alors Hachem peut s'adresser à lui et passer par lui pour dire des messages. Maintenant, je préfère personnellement avoir Hachem à mes côtés que de me passer de lui et d'être indépendant. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'il a dit, mais maintenant que Hachem il t'a fait savoir ça, mais il n'y a pas plus Chacham et Navon qu'Amocha, il n'y a pas plus homme intelligent et connaisseur que toi. Si tu es Hachem avec toi, il lui dit pardon, mais il n'y a pas plus que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que Yosef, il a réussi à être un vecteur essentiel du message qu'Hachem il veut renvoyer au monde. De l'extérieur, ça paraît incohérent ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en prison et qui rêve que d'une seule chose, c'est de sortir de prison, qu'est-ce qu'il va dire à Pharaon? Monsieur Pharaon, écoutez, il n'y a pas de problème, je vais vous interpréter votre rêve, il n'y a pas de souci, seulement vous me signez sur le fait que je sors de prison. Ben, c'est ça que j'aurais fait, j'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de problème, mais ça fait 12 ans que je suis dans un trou. J'ai dit, écoutez, pas de problème, juste vous signez là, c'est bon, je sors. Sinon, je garde pour moi, c'est pas grave, je retourne en prison, pas de problème. Je fais un chantage, je fais n'importe quoi. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'il a compris tout ce qu'il a vécu, c'était juste pour arriver à dire ça un jour. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il a fait Messirut Nefesh. Il a donné sa vie pour Hachem. Parce que dans son intérêt personnel, il n'avait pas à dire ça. Mon Yetzirara, il va me dire, mais attends, tu rigoles, mais défends ta peau, et vends-toi, t'es intelligent, brillant, et il va trouver sur votre chose à faire dans le royaume, je sais pas, vous trouvez un truc. Mais pense à toi. Tu comprends la pression derrière de la prison, elle est énorme. Il va dire non. Il va dire c'est pas non, c'est Hachem. Vous avez compris. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tu comprends derrière, au final, comme je vous ai souvent dit, ouais, parce que quand tu réfléchis à ce que tu es, tu vas te rendre compte que toi, personnellement, mais t'es rien. Parce que tout ce que tu es, c'est ce qu'on t'a donné. C'est ce que tu as reçu. On t'a juste demandé une chose, c'est de pouvoir faire le choix, un choix de ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais de toi? Mais en vérité, tu n'es que le choix. Le choix de faire de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire de toi? On t'a donné l'intelligence, on t'a donné comment dire, l'avantage de vivre en France, on t'a donné voilà, tout ce qu'on te donne tout ça. T'as des parents, t'as des machins, t'as une famille, tout ça, ça a été donné, c'est un don. Tout ce que t'es, c'est un don. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu as compris? Mais non, mais bien sûr que c'est pas moi. Mais c'est encore pire que ça, que même ce que tu comprends, même ce que tu comprends, même ce que tu réussis à faire, oui, c'est grâce à Dieu, grâce à, tu vois, tu étudies la Torah, tu as des bons réflexes, t'as des qualités humaines que tu as développées, mais ce que tu as développé, en fait, c'est ce qu'on t'a donné. Seulement, tu as réussi à la mettre en valeur, à mettre en usage, que dans ta vie, tu utilises ce que tu es, tu vois. Tu comprends ça? Et le niveau que tu atteins, ben, c'est grâce aussi aux épreuves que tu vis, c'est grâce à l'entourage, c'est grâce à l'étude de la Torah, c'est grâce à tout ça. Je veux dire, c'est comme ça que tu évolues dans ta vie, oui. Tu t'affines, tu penses mieux, tu fais des différences, tu comprends des différences, tu as des nuances, tout ça c'est grâce à Dieu. Tout ça c'est grâce à Dieu. Donc au final, qu'est-ce que tu es? Ben, c'est pour ça que c'est tellement évident pour Yosef qui va dire, mais je vais jamais dire que c'est moi. Et en disant ça, il a plus d'Yetzirah, ça veut dire, vous avez compris? Et là, il va être un vecteur essentiel. Ça, c'est Yosef. C'est-à-dire qu'à travers Yosef, on voit quoi? C'est un personnage exceptionnel, mais on voit que quoi? Que c'est un homme éclairé. Ça veut dire, il y a une partie obscure dans la vie de l'homme qui pourrait lui faire croire que le choix à faire, c'est un choix qui est de penser à soi. Et là, il nous apprend autre chose, Yosef. Qu'en fait, on devrait tout utiliser pour permettre à un Hachem comment dire, d'investir son projet personnel. On a tous un projet à nous, ça va? Bon, chacun il a une vie, chacun il a une ambition personnelle. Ce qu'il faudrait comprendre, Projet divin. non mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est quelle place tu mets dans un projet possible d'Hachem, ce que j'appelle moi la Vodat Hachem,
pour permettre à Hachem de réaliser son projet, pas le tien. Toi, tu sais pas ce qu'Hachem il veut. Mais deviens l'homme qui pourrait un jour être utilisé par Hachem pour faire son projet. Tu dois devenir un tzaddik, pourquoi? Tu dois ressembler à Hachem, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on communique un jour avec lui. Mais si on est totalement différents, mais comment tu veux qu'on arrive à communiquer ensemble? Il ne se retrouvera jamais en nous. Et il ne pourra jamais nous utiliser pour faire sa avoda, pour faire son projet personnel. Hachem, il ne peut pas. Par exemple, Yosef, il devait se retrouver en Égypte. C'est ce qu'Hachem avait prévu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit on va le tuer, on va le vendre. Bon, ils vont le vendre à qui? À des Ishmaélim. Mais Ishmaélim, ils ont vendu à des Midianim, Midianim, ils ont vendu. Oh, il s'est finalement retrouvé en Égypte. Bon, mais Hachem, il a réussi à faire son projet. Donc tu fais d'ailleurs, tu veux des trucs, tu ne sais rien, tu comprends? On aurait pu faire la même chose par une mitzvah. Pourquoi on l'a fait par une avéra? C'est dommage. De toute façon, Hachem, il retombe sur ses pattes. Mise en question. Tu comprends? Ce qu'il faut réfléchir d'avant, c'est se dire, il vaut mieux que je réfléchisse à ce que je suis et qu'est-ce que je peux faire pour Hachem avec. C'est comme tu dis, tu fais des études, ben voilà, ben je vais servir dans la société. Ben les gens qui ont des problèmes de lunettes, ben ils vont me voir. L'autre qui a un problème d'électricité, ben je vais un problème de plomberie, un problème n'importe quel. Voilà, je rends service à la société. Donc j'ai une formation, je gagne ma vie avec, mais essentiellement, en vérité, essentiellement, je sers à la société. Je sers à soulager la société. C'est ça que je fais. Pas de dire, non, il faut que je gagne de l'argent, et pour la société, il y a 10% que j'aide pour la société, mais moi, l'essentiel, c'est 90%, c'est mon salaire. Oui, bon, c'est un peu grossier. Peut-être qu'il vaut mieux dire l'inverse. Je suis heureux de participer à l'œuvre sociale de ce qui se passe autour de moi parce que ce que je fais, et je suis médecin, ça soulage, je fais n'importe quel métier, ça soulage. Je soulage, je permets, je rends rapidement service dans des besoins sociaux qui sont nécessaires. Mais alors, si je peux gagner ma vie avec, moi, je serais très heureux. Mais il faut réfléchir dans qu'est-ce que je peux faire de moi dans la société. Ou bien qu'est-ce que je peux faire de moi pour qu'Hachem il puisse organiser son projet aussi personnel. Vous avez compris la différence? C'est un petit peu à petite échelle, comme des projets parentaux avec nos enfants. L'enfant, il a sa vie, et les parents, ils disent, tiens, ça serait bien, je te connais, ça serait bien que tu fasses ça et ça et ça. Tu vois? Vous avez compris? C'est à petite échelle. À grande échelle, c'est de comprendre que on est les enfants. Et on peut peut-être être utilisé pour que le projet divin puisse se réaliser dans l'histoire. Jusqu'à la fin des temps, ça va se passer comme ça. Yosef, il va servir à quelque chose. Yosef, il va se retrouver roi d'Égypte. Mais on sait pertinemment qu'un jour, Hachem a dit à Abraham, tes enfants, ils vont passer 400 ans en Égypte. Mais sache qu'ils sortiront Berechouch Gadol. Ils vont être des esclaves pendant toutes ces années. Mais ils sortiront Berechouch Gadol, avec de grandes richesses. C'est ça qu'a promis Hachem à Abraham. Oui? Mais non, ça expliquerait pourquoi Yosef, il s'est tellement acharné pour enrichir l'Égypte. Parce qu'il y a la famine dans le monde entier. Et lui, il a eu l'intelligence de stocker de la marchandise pendant toutes ces années. Il a dit, il va y avoir des années d'abondance, il faut stocker au maximum. Parce qu'après, il y a 7 années de famine. Mais les gens du monde entier viendront acheter en Égypte. Puisque dans le monde entier, il y avait la famine. Donc, tu te rends compte que tout l'argent du monde va se retrouver en Égypte. Vous vous rendez compte de ça ou pas? Que les esclaves, des habitants égyptiens, ils n'avaient plus de quoi manger, ils ont vendu leur terrain à l'Égypte, à Paro. Ils ont vendu leur bétail, se sont vendus eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il était propriétaire de tout, Paro. De l'argent du monde entier. Mais pourquoi il s'est acharné, Yosef, à enrichir l'Égypte à ce point? Il a fait des calculs économiques monstrueux pour arriver à faire que l'Égypte s'enrichisse. Pourquoi faire? Vous savez pourquoi? Pour réaliser la promesse qu'Hachem avait dite à Abraham, qui sortiront Berechouch Gadol. Mais lui, il a promis Hachem, il faut que quelqu'un le fasse. Mais c'est mon rôle. Il a compris que c'était son rôle. Il a dit, voilà, en fait, il a peut-être compris après coup, j'en sais rien. En tout cas, il a compris que tout ce qu'il a fait, ça a servi à Hachem. Parce qu'il l'a fait dans cet esprit-là. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Tu comprends ce que je veux dire? Pas de dire qu'est-ce que je peux faire pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est rien à voir. Comme si qu'on devait savoir, qu'on devait atteindre ce que nous sommes, dans le but de permettre à Hachem de réaliser son projet aussi. C'est peut-être ça la part du monde futur. Vous avez compris? Maintenant, il faut avoir la vision, cette vision-là de la vie. Pas la vision inversée, la vision de mes intérêts personnels. Comme si que tout ce que je faisais, c'était pour moi. Voilà, c'était pour moi. Essaie de comprendre que tu peux avoir une autre façon de vivre et de penser, qui fait qu'à partir de l'étude de la Torah et des personnages qui sont marqués, c'est des gens qui n'ont pas fait pour eux.
Quand Avram il fait du chesed, c'est pas pour donner à manger à des gens. C'est pour dire, mais qu'est-ce que vous avez mangé? Vous étiez content? On a mangé des super plats dans le désert. Ah ouais, on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait manger des plats aussi raffinés dans le désert. Je dis, mais vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez mangé? Ben, on a mangé ça, ça. Mais d'où vous croyez que ça vient? Je sais pas. Ouais. Mais c'est Dieu qui a créé ça. Bon, mais de quoi tu parles? Vous avez compris comment? Tout ça, c'était pour Hachem. Vous avez compris? Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour Hachem. C'est-à-dire que dans l'intérêt de mettre en éveil quelque chose qui avait disparu. Si je pouvais simplement utiliser ce que je suis au service de ce que Hachem aurait aimé que je sois, ben c'est ça le but. Mettre de la lumière là où c'est obscur. C'est ça l'intérêt. C'est ça et cette capacité que nous avons, nous, d'interpréter les rêves, ça veut dire que quand je comprends des choses, en fait, il faut savoir que la compréhension, c'est un éclairage, mais cet éclairage, il vient d'Hachem. C'est Hachem qui m'aide à comprendre, oui. C'est Hachem qui anime, mais encore faut-il être outillé pour pouvoir l'accepter. Faut-il avoir les midotes, il faut avoir... vous comprenez, Hachem, il nous juge comme nous sommes, ça veut dire, si tu es apte à pouvoir recevoir l'information, alors je te la donne avec grand plaisir. Mais si tu n'es pas apte à la recevoir, et c'est ça qu'on devrait avoir peur, c'est de ne pas être apte à la recevoir. Quand vous vivez quelque chose autour de vous, la façon dont vous avez de traduire cette réalité, elle se traduit de deux façons. Soit avec les Tzeratov, soit avec les Tzara. Il faut savoir être subtil et savoir que des fois, c'est pas la vraie raison, c'est pas la vraie vision. On étudie la Torah pour sentir ce genre de choses. Oui, j'essaie de vous expliquer des choses dans la Torah pour que vous sentiez que c'est comme ça qu'on doit voir. On apprend de Yosef, on apprend, tu vois, des nuances, des façons de voir qui ne sont pas forcément justes parce que on est prisonnier de nos intérêts, on est prisonnier de l'espoir. Dans l'exemple de Yosef, vous comprenez, lui, il attend que ça, que de sortir d'ici. Donc quand il voit ça, il dit, bah oui, ça vient répondre à ça, parce que j'ai tellement envie que ça réponde à ça. Et là, on apprend encore une fois que c'est pas forcément comme tu crois. Ça va? Et vous allez vous rendre compte que même des projets qui sont des projets personnels, même si quelqu'un il a un projet qui lui est personnel, Hachem, il va faire en sorte que c'est lui qui va te montrer le chemin et pas que tu vas croire que tu vas découvrir le chemin tout seul. Youssef, il est arrivé. Donc il dit, voilà, je vais tout en haut. Vous avez vu par où il est passé pour arriver là? En fait, il devait être roi d'Égypte. Vous avez compris? Mais par où il est passé pour arriver à être roi d'Égypte? Mais qui c'est qui a décidé au final? Bah, c'est Hachem. Comme si qu'il devait se bonifier en passant par des étapes qu'Hachem avait choisies pour lui, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir arriver à ce but. Moi, j'avais un projet personnel, j'avais tout organisé dans ma tête, ouais. Et vous vous rendrez compte que dans tous les avots, c'est comme ça, et dans nos vies, c'est un peu pareil. C'est pas exactement comme on a pensé. On va arriver en vérité à cette finalité. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut que tu arrives à la conclusion que par hasard, ça s'est passé autrement. Et que par hasard, Hachem, il était derrière. Tu as compris? Par hasard. Ça veut dire que tu vas voir que j'avais pensé ça, non, c'est pas parce que et c'est arrivé là-bas. Ah ouais, d'accord. Pourquoi par hasard? Pour que tu saches que c'était lui. Et des fois, c'est beaucoup plus clair quand c'est pas possible. Quand c'est possible, alors on croit souvent que c'est nous. Quand on a réussi à faire un truc qu'on avait pensé faire, qui c'est qui a réussi? Ben c'est moi qui ai réussi. Par exemple, j'ai fait des études, j'ai ouvert ma boîte, j'ai trouvé le bon produit, j'ai trouvé le bon vendeur, j'ai fait une étude de marché et j'ai vu que le meilleur quartier c'était celui-là, j'ai fait la bonne pub, j'ai trouvé le bon graphique, j'ai trouvé le bon truc. Donc quand je vois les clients arriver, ben je dis bah oui, c'est le produit de mon travail, c'est le produit de mes études, c'est le produit de tout ce que je fais. Donc Hachem il m'a un peu aidé, bon mais quand même, mais 90% ben, c'est les études, c'est l'étude de travail, c'est machin, mais évidemment, puis moi je suis fier, tu vois tout ce que j'ai fait, tu vois ça a marché, voilà les clients sont là, les gens sont là. C'est le produit de mon travail et je me suis acharné pour arriver à ça. Et avec mon expérience, j'ai encore fait trouver d'autres manières de faire et tu vois que c'est encore attiré du monde. Et moi, je crois que le résultat de ce que je vois, c'est moi. Évidemment, Dieu, bon Dieu, il m'a aidé. Il était tellement content qu'il m'a envoyé les clients. C'est une question de temps. Mais oui, mais vous comprenez qu'on croit souvent que c'est soi. C'est une question de temps. La proportion, combien il y a de proportions Alors, de soi et pour voir que ça vient d'Hachem. Alors comment on fait pour savoir d'Hachem? Alors moi je dis, Ah moi, oui, 90% c'est moi et 10% c'est lui. En vérité, c'est combien de pourcents lui? 90 et 10. En vérité, c'est l'inverse. Mais Comment comprendre l'inverse? comment je vais le savoir, Comment l'inverse? le savoir? Quand tu vas être en galère. Exactement. Quand tu vois, par exemple, tu vois ici Yosef. Combien il a d'espoir de sortir de prison? Ça, on dit le pauvre, ouais. Moi, je vous dis que c'est un grand chesed qui lui a fait Hachem. C'est un grand chesed. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il aurait imaginé une seconde que Paro allait lui téléphoner? La probabilité que ça puisse se faire, elle est impossible.
c'est là que tu vois que c'est Hachem à 100%. Mais quand tu l'as vu à 100%, tu peux pas dire que c'est moi maintenant. Tu peux plus, c'est fini. Donc tout ce que tu fais, tu dis, grâce à Dieu, tu comprends? C'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi. Parce que tu as vu que c'était lui à 100%. Donc des fois, je crée des situations, malheureusement, parce que je risque de tomber là-dedans quand je dis, mais voilà, j'ai fait ça et j'ai fait ça, mais moi je crois que c'est moi qui ai fait. Donc c'est le résultat de mes efforts, de tout ce que j'ai investi, de tout ce que j'ai réussi à penser. Voilà, c'est ça, le résultat, c'est ça. Oui ou non? Je dis, mais non, mais t'as rien fait, mon chéri, t'as juste déplacé, t'as pensé. Et Dieu, il a déplacé, voilà ce qu'il a fait. Tu comprends? Mais c'est Hachem, à 100%, c'est lui. Donc quand je vois que j'étais dans l'incapacité à gérer, et que pour moi, il n'y avait aucune solution physique, et que je vois que j'en suis sorti, c'est que c'était Hachem. Alors là, c'est lui à 100%, et là, c'est moi à 90%. Voilà. Vous avez compris? J'ose même plus dire. Je vais dire, mais c'est plus moi. C'est grâce à Dieu. Vous avez compris la différence? Mais cette expérience de vie m'a permis d'atteindre ce niveau. Yosef, il est passé par cette étape, parce que quand il va être sous la pression d'être roi d'Égypte, il va croire que c'est lui qui fait tout. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça qu'il a vécu ça, pour qu'il se dise, non, c'est pas moi, c'est Hachem. Que même que je suis le roi, je sais pas quoi, j'ai remplacé Pharaon et tout ce que je fais c'est extraordinaire, mais c'est que dans un intérêt personnel. Comme si qu'Hachem nous construisait nos vies pour qu'on arrive à atteindre ce niveau-là et comprendre que on ne peut être que des vecteurs d'une volonté. Et pas, hein, et que si on a le mérite d'être ces éléments moteurs qui vont être des vecteurs de vérité, alors c'est super. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il a vécu tout ça au départ. Parce que tout ça, ça lui a permis d'être le roi d'Égypte et pouvoir passer un message où les Juifs vont être fiers d'avoir un Hébreu pareil, et il va être un symbole pour Israël. Parce que par judaïcité, il a prouvé qu'on pouvait être juif malgré tout dans l'obscurité la plus totale. Tu comprends ça? Ça veut dire qu'il aurait pu devenir un goy à 150%, Yosef. Et bien il a été l'inverse. Il a été un exemple pour tout le monde et ça donnait de la force à tous ceux qui auraient voulu s'assimiler, ils peuvent pas, c'est impossible. Parce que quand tu vois ça, tu dis, ah, On ne peut pas considérer qu'on peut avoir une chance sur 1 milliard, 2 milliards, oui. et que cette chance se présente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une chance, il y aura des milliards de milliards, c'est vrai. C'est probable Et ou elle pas? se présente. Oui, c'est vrai. C'est probable ou pas? C'est probable. Vous mettez la main dans des milliards de boules et vous tirez la bonne. Mathématiquement, c'est possible. Mais vous avez une chance. C'est difficile. C'est possible. Mais possible. Mais est-ce que c'est logique? Non. Vous avez compris la différence? C'est pas logique. Mais je mets la main comme ça, Ah, c'est peut-être pas et je mets la main logique. sur des millions de boules et je C'est tombe la pas bonne. logique, mais si ça se fait. Eh ben c'est le bon Dieu. C'est ce qu'on appelle le bon Dieu. Vous avez compris? C'est ça. Parce que Hachem, il va pas se déclarer. Hachem, il va pas se révéler dans la normalité. Probabilité. Non, Hachem va pas se révéler dans la normalité. Parce que je dis, bah, c'est normal. C'est le soleil. Ah non. C'est normal. Mais quand je vois de l'anormalité, ce qui est anormal est révélateur. Ça s'est pas passé comme je voulais. Par hasard, par hasard, j'ai rencontré la bonne personne. Ah, bizarre. Pourquoi je l'ai produit? Pourquoi il est venu vers moi? Pourquoi? Oui, etc., etc. Vous avez compris? Vous allez vous rendre compte dans vos vies que les changements radicaux, ils se sont faits par hasard. C'est incroyable. Par hasard. C'est juste qu'on a rendu l'anormalité normale, quoi. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à voir Dieu. Non, Voir, non, on n'arrive plus à voir c'est que, la non, présence. non, ou de dire que c'était anormal. C'est tout. J'ai eu de la chance. J'ai eu de Le la chance. soleil, C'est le pas soleil, logique. en réalité, c'est pas forcément dit que c'est obligatoirement que ça fonctionne comme ça. Ben, je sais pas, t'as vécu combien d'années déjà? Hachem. 35. Bah, 35 ans, ça fait combien d'années que ça tourne comme ça, toujours pareil Il a bougé le soleil? Mais il aurait pu bouger. Pourquoi il n'a pas bougé? Bah, j'ai compris, mais c'est. C'est ça, donc en fait, Non. toute cette anormalité, on l'a Non, rendue normale. tu peux te questionner sur la normalité, j'entends ce que tu dis. Mais il y a une normalité qui est là. Les nuages sont là, le ciel est là, Alors le faire là. on peut penser de la même manière, voilà, quelqu'un qui a tracé sa route, qui a fait des études, qui a fait une étude de Oui. marché. Oh, c'est la normalité que je réussis. Mais c'est ce que je t'explique. C'est ça. C'est ça que je t'explique. Mais en vérité, quand est-ce que tu vas te rendre compte que c'est pas normal? Par exemple, tu vois, tout à coup il y a des tsunamis, tout à coup il y a des trucs, on comprend pas la nature, elle se transforme, tout à coup, c'est pas normal. C'est un révélateur de quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Que même la normalité est une anormalité. Mais aujourd'hui, ils sont capables de Écoute bien, l'expliquer. quand tu creuses un petit peu. Tsunami, comme ça, ils sont capables de l'expliquer. Mais j'ai pas dit qu'on l'explique pas. Tout s'explique. Voilà, c'est ça. Donc, tout s'explique. donc jusqu'où on peut aller en cherchant le côté anormal du coup. Bah, je vais t'expliquer un truc. Est-ce que tu trouves normal que tout existe? Tout ce que tu vois, ça existe. D'où ça vient?
Nous, on dit, oui, normal, il y a le soleil qui nous réchauffe, hein. Mais d'où il y a une étoile à 150 millions de kilomètres, là. Et qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est qu'on a Quand tu rendu creuses, l'anormalité mais normale. quand tu creuses, tu te rends compte que même ce que tu trouves normal est anormal. Que, et je suis à la nature, hein. Les éléments présents, ils n'ont rien à faire sur la Terre, hein. Tous les lois de la nature n'ont rien à faire sur la Terre. Ah, tu vas voir, toutes les planètes de la Terre entière, il n'y a pas tous les paramètres qu'on trouve ici qui permettent la vie sur la Ah. Terre qu'on retrouve ailleurs. On ne retrouve pas. Ils ont trouvé. Hein? Ils ont trouvé une planète. Mais pas la Terre, pas comme la Terre. Pas Non. tous les paramètres. Voilà, Et t'as pas tous les trouvé. paramètres. Voilà. Donc tous les paramètres pour permettre la vie, tu comprends? Peut-être pas dans ce système solaire. Il en reste qu'on n'a pas trouvé. Et comme nous, on a eu du pot quand même. Tu vois, ouais, parce qu'il n'y a pas d'habitants là-bas, mais là, il y en a ici. Hein. Ils disaient la même chose, sur l'autre planète, on a eu du pot. Et dis-moi, ils n'ont pas eu de pot, le pot. On connaît que notre système solaire pour le moment. Mais c'est pas compris la question. La question, c'est comme ça. On a de la peau ou pas? Elle est lisse? Non. Elle On nous a, eu, protège. on a eu du pot. Même ça, c'est du pot. Tu as compris? Tu sais quoi, dans la peau, il y a des trous là. Mais s'il n'y a pas de trous, pour qu'on puisse suer, il y a des trous, mais tu sais comment tu regardes au microscope, ils sont vraiment rectilignes. Mais c'est qui a fait les trous? Hein? Petit laser. On a eu les yeux là. Mais d'où ils sortent les hommes sur la Terre? D'où? D'où ils sortent, pardon? Les hommes sur la Terre, les êtres humains sur la Terre, d'où ils sont venus? Je ne répondrai pas à cette question. Mais il vaut mieux. Il est trop scientifique pour répondre à ça. Mais non, mais il faut On nous parlait des tétards Mais et on tout, peut- non, faut pas mais le non, mais lancer. on peut être un scientifique. On peut être un scientifique. On peut être un scientifique et se poser la question d'où est né l'être humain. Il y a rien on n'a jamais vu de naissance d'être humain en dehors d'être humain. Mais comment il est arrivé l'être humain sur la Terre? Les poissons, comment ils sont arrivés là, les poissons? Les animaux, les machins, des millions de sortes d'animaux, des arbres qui poussent avec des fruits qui sont adaptés à l'homme. D'où on a vu ça? On a eu de la chance, franchement, on a eu de la chance quand même. Par hasard. Que par hasard, les fruits nous apportent des vitamines, par hasard. Que la viande, elle est adaptée à l'être humain, à la protéine. Que par hasard, on a un système, circulaire de sang dans le corps, digestif, machin, par hasard. Mais combien d'hasard? Combien? T'as compris ou pas? On a de la chance, franchement. Vous savez comment de la complexité d'un œil, du cerveau? La complexité du cerveau. Vous avez compris ça? Par hasard. Comme ça, par hasard. Un coup de Big Bang, et hop, par hasard. Non mais franchement, c'est possible ça? Hein? Vous imaginez, on avait les yeux sous les bras, par hasard. Et on aurait fait toute la journée comme ça. On a eu de la chance quand même. Non, franchement. Hein? L'oreille, vous savez la complexité que c'est qu'une oreille? Une oreille. Les cristaux, les trous, les machins. Le sang qui circule trop vite, on a des vertiges. La vitesse du sang dans le corps. C'est un truc de fou, quoi. Qui c'est qui a calculé ça? Hein? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein. Par hasard. Il n'y avait pas trop d'hasard? Non? Pas trop, ça va? Si je vous avais dit, par exemple, vous savez quoi? J'ai mis un jour un explosif dans une forêt. J'ai fait sauter une bombe dans une forêt. Oui? Bon. Et de l'explosion, il est sorti ça. Voilà, une montre. Vous croyez ou pas? Ça sautait pas vers le machin, la peinture, tout. Non! Mais vous me croyez ou pas? Il y avait une civilisation. Est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me croyez? Voilà, de l'explosion, on est sorti une montre. Avec les aiguilles, la pile, je sais pas comment les rentrer, tout ça, voilà, tout est ordonné, tout marche. Comme sur une Si je horloge. vous crois pas pour le reste. Vous me croyez ou pas? Vous me direz que c'est faux. Pourquoi? Kazak, il a raison. Tu peux plus d'ambiance. Non mais, ce qu'il faut voir quand même... Je connais de bons psychiatres, si vous voulez. Non. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que... Vous me croyez ou pas? Il y a quelques années, on n'arrivait pas Vous me à croyez ouvrir ou un pas? cœur ou à faire des transplantations Vous me croyez ou pas? cardiaques. Vous me croyez ou pas? Maintenant, on y arrive. Est-ce que vous Il y me a croyez? des choses- il y a Est-ce des- que vous me croyez? Mais je parle pas de transformer, moi. Non, Je non, parle non, de fabriquer de rien. Voilà, j'ai pris une bombe, j'ai fait sauter, ça fait ça. Mais vous dites de rien. Vous dites c'est une montre. C'est vrai que tout le monde dit que c'est une montre, mais pourquoi? Parce qu'on on dit que ça, c'est une montre. Le temps, À part le ça, temps ça est va? très aléatoire. À part ça, ça va? À part ça. Je parle pas de ça, je parle pas du temps, ni de. Je fais de la philo, là. Je suis en train de vous expliquer comment d'une explosion on peut créer quelque chose de cohérent. Qui vous dit ça? Voilà. Donc c'est pas possible. Alors, ça c'est dur, ça c'est pas possible. Mais la Terre c'est possible. Khazak au balour. L'univers c'est possible. Khazak. Khazak au balour. Le Big Bang. Hein? C'est possible. Et si c'est Ferveur possible, défenseur. et si c'est possible, qui c'est qui a pu faire ça? Comment d'une explosion on peut faire des choses aussi intelligentes?
aussi L'explosion perfectionné. n'est pas toujours Vous savez, c'est des intelligente, micros. l'explosion. Vous savez que la Terre, elle est orientée d'une telle façon que le Soleil s'orientant sur ça, Oui. ça permet la vie. Hein. Mais si c'était droit, ça serait, tout aurait fondu, ça serait fini. Bah, le pôle a changé déjà 4 fois de. Mais vous position. imaginez ce que ça veut dire, Le ça? pôle Nord. Mais ça veut dire que quoi? Il y a quelqu'un derrière ou pas? Je ne sais pas. C'est intelligent. Il y a quelqu'un? Et un rêve, il a dit comme ça. Un rêve, il a dit, je prends un flacon d'encre, je le jette en l'air. Il tombe là, et voilà ce qui est marqué. Marqué Bereshit avec les petits points. Et avant Excellent. Bereshit, il y avait quoi? Répondez-moi à votre. Moi aussi, je vous pose des questions. Avec un flacon Vous n'avez d'encre. pas Pose répondu des ce qu'il y questions avait par avant des Bereshit. questions. C'est bon. Il y avait Dieu avant Bereshit. Et regardez, je prends un flacon d'encre, je le jette, et ça tombe sur cette feuille blanche, et ça fait ça. Vous me croyez ou pas? Non. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Et voilà, j'ai eu de la chance. Non, mais Pourquoi non? pourquoi est-ce qu'une tâche, c'est une tâche? Ben la tâche, elle a fait ça. Pourquoi c'est pas possible? Et pourquoi... C'est bien de le croire. Mais pourquoi, vous dites-moi pourquoi non alors? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi? Parce que la tâche n'avait pas formé l'écriture. Pourquoi? Une tâche d'encre. Et pourquoi pas? Ah bon, vous m'expliquerez comment. Mais dites-moi vous pourquoi? Dites-moi comment. Mais je vous dis Je moi dirai pourquoi. pourquoi. Moi je vous dis pourquoi c'est pas possible. Vous dites-moi pourquoi c'est pas possible. Je vous dis moi c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Ah bah, si vous savez que c'est pas possible, ne posez pas la question. Mais vous savez vous? C'est pas possible. Est-ce que vous Non, savez? je ne sais pas, vous allez me répondre. Je vais vous dire parce que d'écrire c'est intelligent. Mais Parce que. d'écrire c'est intelligent. Oui. Mais de jeter un truc d'encre c'est pas intelligent. Un acte pas intelligible ne peut pas créer de l'intelligence. Donc comment un acte... Bah oui. Qu'est-ce qui détermine l'intelligence? Ben vous prenez un flacon, vous le jetez en l'air, vous me dites ça fait une tâche. C'est vous qui me l'avez dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Donc c'est pas intelligent de faire une tâche. Par contre, d'écrire une lettre, c'est intelligent. Et donner un sens au mot, c'est intelligent. Faut réfléchir. Donc si vous voyez que le monde est intelligent, c'est qu'il a été pensé ou pas? Ou c'est parce que comme c'est un coup d'hasard? Non, c'est pas un coup du hasard. Mais si, parce que vous dites qu'on peut... Vous avez compris, voilà, vous dites je sais pas. Mais vous savez, bien sûr que vous savez. Parce que si c'est intelligent, c'est que ça a été pensé. Donc c'est-à-dire que Dieu il était derrière, c'est évidemment. Mais vous savez que la complexité... Avant d'en arriver Et la à complexité que c'est que le monde, avec les lois naturelles et tout l'équilibre, on a voulu nous faire des choses en déséquilibre. C'est nous qui déséquilibrons le monde. C'est quand même incroyable qu'à l'origine, tout était parfait et que l'homme s'investit et c'est lui qui pollue, c'est lui qui rend des maladies, c'est lui. C'est incroyable. Vous avez la COP 21 qui est venue il y a 2 ans en France, à Paris. Ils ont dit, vous savez, si on augmente de 2 degrés, c'est la fin du monde. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec la pollution, l'effet de serre et machin, c'est la fin du monde, oui. Mais c'est qui a créé la pollution? C'est qui a créé l'effet de serre? C'est qui? C'est nous. Ça veut dire qu'avant, c'était bien. Oui ou non? Mais mais comment ça fait que c'est bien? Mais comment ça se fait que par hasard... Il y avait des maladies qu'on ne soignait pas ou qu'on ne pouvait pas soigner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qu'on soigne. Mais j'ai pas aimé que c'est que savoir avec ce que je vous dis. Ah bah non, je suis en train de vous expliquer qu'à l'origine... C'est évident. Mais à l'origine, c'est-à-dire à l'origine, on était à la bonne température. Mais qui c'est qui a calculé la bonne température? Qui c'est qui a calculé la bonne... Puisque vous voyez qu'avec 2 degrés près, ils disent comme ça, dans 2 degrés près, la moitié de la faune va disparaître. Les pôles, dans 20 ans, Miami va être inondé. Mais j'ai pas compris, mais avant que ces problèmes ils existent, c'est-à-dire que c'était bien. Mais qui c'est qui a calculé la taille du soleil et la distance du soleil pour que ça soit bien? Qui c'est? C'est l'homme. La taille du soleil et la distance du soleil. Qui c'est qui l'a mis là-bas? Je n'avouerai pas. Attendez, le soleil c'est 101 fois la Terre. 101 fois la Terre. Ouais. Et il est à 150 millions de kilomètres. Qui c'est qui l'a mis là-bas? À 101. S'il était à 100, on aurait un peu froid là et on pourrait pas survivre. Et s'il était à 150 km, et à 140, on serait complètement brûlé. Et à 160, on serait congelé. Mais qui c'est qui l'a mis là? Pour que ça soit équilibrant. Qu'on ait la bonne température au degré près. Parce que si c'est un peu trop près, ça va pas. Il fait un peu trop chaud, ça va plus. Vous avez compris ou pas? C'est un truc de malade. Mais vous comprenez que c'est un truc de malade. Mais bien sûr que ça a été pensé, évidemment que c'est pensé. Ouais. Qui c'est qui l'a mis là, le truc? Quand vous faites un steak, vous le mettez à fond le feu ou vous le mettez, vous calculez? Ah non, je mets à fond. Oui, quand c'est Je le laisse pas longtemps. Ouais. Et non, mais si vous le mettez à fond, il faut pas. C'est pas longtemps. Mais pour que ça dure et que ça soit bien cuit, il faut calculer la taille de la flamme. Vous réfléchissez comment vous faites, vous? Bah oui, la bonne température, vous mettez un four. Si vous mettez à 300 degrés, votre pain il va sécher, ça va être du bois. Donc je dis non, j'ai déjà fait l'expérience, je suis pas idiot, je vais mettre à 200 degrés et il va rester un quart d'heure. Vous avez réfléchi ou pas? Mais c'est qui a réfléchi pour mettre la terre ici, le soleil ici? C'est qui a réfléchi? Le hasard il réfléchit. Les flacons comme ça qui s'envolent, il réfléchit le hasard. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un penseur derrière. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ça, il y a un penseur derrière. Ça veut dire que
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui est derrière tout ça. Et nous, on a la Torah pour nous éclairer là-dedans. Pour ça, je vous explique que ce qu'on a gagné à Hanouka, parce que pour faire le lien avec Hanouka, les Grecs avaient conquis Israël depuis 180 années. On commençait à s'assimiler. Beaucoup de Juifs devenaient des Grecs. Il y avait la philosophie grecque, il y avait des penseurs. Et les gens ils commençaient à penser grec, à vivre grec. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah disparaissait. Le Beth Amikdash, il va être souillé, c'est fini, on va tout perdre. La Shekhinah va disparaître. Il y a quelques hommes qui étaient des Kohanim. Ils ont donné leur vie pour la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on va faire la guerre. Ouais, contre l'assimilation et contre... Ils ont dit on va se battre pour ça. Donc ils sont rentrés dans le même esprit que Yosef. Ça veut dire, de toute façon, il y a qu'Hachem qui peut nous sauver dans ces situations. On est dans une situation de détresse la plus grande. Et ils ont fait la guerre, une poignée d'hommes contre la plus grande armée de l'époque, qui était l'armée grecque, 40 000 hommes. Ils ont gagné la guerre, de façon miraculeuse. Ce miracle, il est mentionné dans la prière. Quand on a dans la prière, on mentionne que les Hashmonaïm, ils ont fait la guerre contre les Grecs, et on a dit les peu nombreux ont gagné les plus nombreux, les gens impurs ont été battus par les gens purs, les tzadikim ont battu les gens rishaïm, etc., etc. Voilà ce qu'on a dit. Voilà. Donc on a mentionné dans la prière, on a mentionné la guerre. Mais dans la mitzvah, oui, on n'a pas dit on va se déguiser en soldat et on va se rappeler de la guerre des Grecs contre les Hébreux. Non. On a dit la Hanouka. Pourquoi? Parce que le miracle de Hanouka, oui, c'est qu'on ait trouvé une fiole d'huile qui a résisté 8 jours. Cachère. Mais pourquoi faire? Pourquoi 8 jours? Parce que, comme on avait fait la guerre, on était impur. Oui, c'est tout matmet, l'impureté des morts. Il fallait la purifier, et ça, c'était par la paradouma, la vache rousse. On était aspergé le 3e et le 7e jour. Donc le 8e jour, c'était le jour où on était pur. Et ce jour-là, on aurait dû refaire de l'huile. Donc il fallait qu'on soit pur, mais il fallait qu'elle puisse brûler la menorah. Alors pendant ces 8 jours, elle a brûlé. Mais on avait trouvé un flacon qui pouvait réduire 24 heures. Et ce flacon, il a résisté pendant 8 jours. Pourquoi il a résisté 8 jours? Et pourquoi on voulait absolument allumer la menorah? Pourquoi cette lumière? On dit Kidner mitzvah vetora or. Le support, c'est la mitzvah, la lumière, c'est la Torah. Ner Elokim nishmat adam. La lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. La lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. C'est-à-dire que tu as quelque chose en toi qui t'éclaire. Quand tu étudies la Torah, tu permets à ta neshama de t'éclairer. Parce que tu es en coordination avec ce qu'elle est. Et tu te permets, grâce à ça, d'être en coordination avec Hachem. Parce que Ner Elokim nishmat adam. Alors l'idée c'est comme ça. La lumière de Hanouka, on apprend d'utiliser. La lumière de Shabbat, il faut l'utiliser. La lumière de Hanouka, elle est Kdosha, on ne peut pas l'utiliser. Je ne peux même pas compter mes pièces avec, je ne peux pas faire. Pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce que cette lumière, en vérité, c'est quelque chose de très profond. C'est peut-être la lumière qui était à l'origine de la lumière. Vous savez que quand Hachem il a créé la lumière au départ, Vayi Or, c'est la première création du monde. Mais est-ce qu'il y avait le soleil? Le soleil était créé, les luminaires ont été créés quand? Quel jour de la semaine? Les luminaires. Hein? Les luminaires. Les luminaires. Luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, etc., les étoiles. Quel jour de la semaine? Le 3e. Premier jour. Quatrième. Le 4e jour. Oui. Yom HaRevi, il a créé les luminaires. Donc il y avait de la lumière au départ ou pas? Avant d'avoir créé le soleil, il y avait de la lumière ou pas? Alors. Il n'y avait pas de lumière, vous dites-vous? Bon. Alors, on va recommencer tout à zéro. L'obscurité naît la lumière. Et la première chose. Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Hashem crée le ciel et la terre. Ve'haaretz hayta tohu vavu. Elle était tohu bohu. Ve'chosher al pene tehom. L'obscurité sur l'abîme. Ruach Elokim merachevet al pnei hamayim. Et le souffle divin soufflait sur la surface de l'eau. Vayomer Elokim. La première chose qu'a dit Vayomer Elokim, yehi or. Que soit la lumière. Vayomer, il y a eu la lumière. Il n'y avait pas de soleil. De l'obscurité. Le soleil, c'est plus tard. Alors comment il y a une lumière sans soleil? Là, le Midrash explique qu'Hachem il a créé une lumière. Cette lumière, c'est quoi cette lumière? Les chamois.
C'est la lumière qui permettait de concevoir depuis la création du monde à la fin des temps. Cette lumière-là, hein, Ouais. on ne l'a pas gardée. Elle a été mise de côté pour les tzadikim à la fin des temps. Pourquoi? Mais la Gemara dit, le Midrash Rabbah dit, cette lumière, elle a été cachée dans la Torah. Cette lumière-là d'origine, elle est dans la Torah. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu vas commencer à mieux comprendre la vie et voir des choses que les gens ne verront jamais. Tu vas comprendre des choses grâce à la Torah que personne ne comprendra en dehors de toi. Parce que tout est là-dedans. C'est ça la lumière. Elle est là. Elle a été gardée pour les tzadikim. Pourquoi les tzadikim? Parce que la lumière, c'est une lumière d'exigence. Quand tu dis à tes enfants, il faut que tu fasses ça, et toi, tu es clairvoyant, toi, tu sais, tu vois ce qu'il faut faire dans la vie. Hein. Tu dis à ton fils, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ça, il faut faire tes devoirs, par clairvoyance. Mais lui, est-ce qu'il est capable de supporter ta lumière? Si toi, tu as un discours d'adulte avec tes enfants, ça marche ou pas? Non, mais toi, tu es clairvoyant, toi, tu vois les choses, mais c'est trop exigeant. Tu dis, il faut être sadique, il faut être fort dans sa tête, il faut avoir confiance en Dieu, il faut pas... Les tsaras, tu le mets de côté, c'est une lumière, ça, c'est une façon de voir. Mais est-ce qu'on la supporterait, cette lumière, nous? Ben non. Alors, plutôt que de dire, non, c'est trop dur, laisse tomber, j'arrête là. Et je vais être écrasé par la lumière, par l'exigence de la lumière. Alors Hachem dit, je la mets de côté pour les sadikim. Ça veut dire que il faut que tu évolues pour que cette lumière, elle te soit agréable. Et que tu puisses l'accepter. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu évolues. Ça va? Il faut te dire en vérité que plus je me rapproche de la Torah, et plus j'ai des chances. Et c'est sûr que c'est pas un piège, et c'est sûr que ça va s'adapter à moi parce que je suis parce que j'ai une neshama qui a pris la Torah, c'est évidemment que c'est adapté à soi. Et plus j'avance dans ce sens, ouais, et plus j'arrive à comprendre cette lumière. La lumière, c'est la shrina. La lumière, c'est ce qui permet d'équilibre. La lumière, c'est ce qui permet de voir et de concevoir. Entre un air de Hanouka, j'ai pas d'argent. J'ai le choix soit de m'acheter un air de Hanouka, soit d'acheter une bougie pour Shabbat. Laquelle j'achète? Hanouka, parce que le nes de Hanouka ou la bougie pour Shabbat. Laquelle tu achètes, toi? Tu as raison, en vérité, a priori, il a raison. Que le nes de Hanouka, c'est montrer le miracle de Hanouka. La lumière de bougie de Shabbat, c'est pour éclairer. C'est quelle est la meilleure? C'est de la Hanouka, hein. Et bien la lacha, c'est que c'est Shabbat. Incroyable. Shalom Baït. Le shalom dans ta maison. C'est plus important que l'air de Hanouka. Pourquoi c'est plus important? Ouais. Incroyable, hein? Parce que le Shabbat, c'est l'expression plus profonde de la lumière. De quelle lumière tu parles? Tu vas rien faire Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire des travaux. Tu n'as rien le droit de faire. Tu n'as le droit de quoi faire? D'étudier. Ben, c'est ça, Hachem, d'être avec Hachem complètement. Tu enlèves toutes tes préoccupations. Tu n'as pas le droit de parler de Chol Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire. Ben, pourquoi faire? Pour dire implique-toi dans cette Kedusha de Shabbat. C'est juste le jour où Hachem il a arrêté de créer et il s'est investi lui dans le Shabbat. Vaishbot Bayam Hashevi, il a chômé le jour du Shabbat, il a arrêté. C'est-à-dire qu'il a arrêté, ça veut dire qu'il a arrêté de créer, de se vider pour créer à l'intérieur de lui-même quelque chose. Il est investi dans le jour du Shabbat. Il est là dans le Shabbat. Et toi, tu as l'occasion de pouvoir vivre cet instant-là. Cette Kedusha-là, elle est précieuse. Il faut que tu vois cette lumière qui te permet d'accéder. Autant que quand tu vas sortir du Shabbat, tu vas faire l'Avdala avec de la lumière. Donc c'est toi qui mets la lumière, cette lumière-là. Mais c'est toi qui décides de la mettre. Quand tu apprends quelque chose, si tu ne sais rien, tu restes un ignorant. Bah, tu dis, bah, je ne savais pas. Mais on t'a dit, mais tu aurais pu savoir, tu aurais pu voir. Parce que dans savoir, il y a voir. Mais je ne savais pas, j'ai pas appris. Donc, tu comprends que la connaissance, elle te permet de voir, d'avoir de la lumière, c'est cette lumière. Pour l'instant, tu ne sais pas, je suis dans l'obscurité. Mais je dis, il y a les halachot de Shabbat, il y a les halachot de machin. Si tu savais, tu aurais vu. Mais cette lumière, elle est là. Mais il y a encore une plus grande lumière que ça. C'est de concevoir. La lumière de la conception des choses, tu vois, de mieux comprendre les choses, de plus encore affiner. Et plus tu rentres dans la Torah, plus tu t'affines, et plus tu comprends, et tu vois différemment, ta vie change. Par exemple, Yosef, quand il vit cette expérience. Mais évidemment qu'il va dire à Paro, c'est pas moi, c'est Hachem. À la lumière de ce qu'il a vécu. Mais il était dans l'obscurité ou pas? Mais grave.
Et c'est une vie plus obscure que ça, il n'y a pas plus qu'obscur. Il n'y a pas plus black. Exactement, donc c'est-à-dire que vous avez compris. Mais c'est là que se trouve la lumière. C'est marrant parce que, comme si que l'obscurité était une création, et la lumière en est une autre. C'est pas que l'obscurité est un manque de lumière. Parce que l'obscurité, c'est le tiara, c'est l'obscurantisme, c'est le fait de ne pas vouloir apprendre, c'est le fait de ne pas vouloir se cultiver. Donc tu te mets toi-même dans l'obscurité. Mais c'est un choix de vie. Ou alors tu choisis le choix d'apprendre. Tu fais le choix d'apprendre et de voir et d'accepter de ce qui t'arrive. C'est autre chose. À la lumière de ce que tu vas voir, tu vas comprendre. C'est ça qu'on voulait. On voulait que la Shrina réside en Israël. La Shrina, c'est quoi? Ben c'est ça la Shrina. C'est de dire, mais c'était Hachem. La Shrina, la présence divine, c'est de dire, mais évidemment qu'Hachem est présent. Pas de dire que, voilà, bah, Dieu, il a créé le monde, il s'en est séparé. C'est pas vrai. La preuve, tu vois la preuve, c'est que c'est tellement improbable que Yosef il sorte de prison. Et que c'est tellement improbable, la probabilité, elle est tellement faible, que ce soit le paro lui-même qui fasse appel à lui pour lui expliquer son rêve, que ça, c'est la preuve qu'Hachem existe. Parce qu'il s'en est sorti dans une proportion impossible de se libérer de la prison. C'est impossible. Là, tu vois, tu peux encore dire, ben, il a eu de la chance, mais tu verras que quand on va sortir d'Égypte, c'est contre nature. Là, tu peux dire, bon, bah, il a eu de la chance naturelle. C'est-à-dire que Paro, il a fait appel à ses services. Il a eu de la chance. Et une fois que c'est une chance sur un milliard, mais c'est possible. Mais que la mer s'ouvre, c'est possible. Que les grenouilles, elles vont envahir les fours, c'est possible. Que c'est possible que... Non. Et là, tu as vu de tes yeux vus que c'était Hachem. Mais ça a été possible parce que eux l'ont rendu possible. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont rendu possible que ça reste impossible. Ça reste possible. C'est pour ça qu'on fait Hanouka. Pour rappeler, rappelle-toi de cette lumière. Oui. Rappelle-toi que c'est ça la preuve de la Shekhinah. Il faut on reste éclairé par quelque chose qui relativise l'ordre qui a été donné à Aaron d'allumer les nérotes. Mais c'est-à-dire éclaire ta vie. Qui ner mitzvah ve Torah or. Il n'y a que la Torah qui sera un éclairage pour toi, il n'y a rien d'autre. Et pourquoi tu vas te priver de ce privilège? Pourquoi se priver de ce privilège? Hachem a donné la Torah, il a donné la Torah, mais c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est dommage de se priver de ça. C'est la Torah, qui nous permet de concevoir. Oui. Maintenant que tu as vu ça, c'est pas de nous raconter l'histoire de Yosef qui est intéressante. C'est de savoir que ça existe, que c'est possible pour lui, c'est possible pour nous tous. Oui. Que dans n'importe quelle situation qui soit, c'est peut-être penser pour qu'on arrive à avoir confiance en Dieu et se dire, ben, Dieu existe pour qu'on crée un lien avec l'infini. Ce lien avec l'infini va se faire à Hanouka. Pour ça que ça dure 8 jours. Ça dure pas 7 jours. Toutes les fêtes, ça dure 7 jours. Mais Hanouka, ça dure 8 jours. Pourquoi 8? Parce que 8, c'est au-dessus de la nature. Comme si qu'on voulait construire quelque chose qui est au-delà de ce que tu vois, il y a quelque chose d'autre. Au-delà de ce que tu conçois, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. C'est pas normal qu'on ait gagné la guerre. Alors on voulait pas seulement dire que Dieu, on remercie Hachem d'avoir gagné la guerre. Mais si on a gagné la guerre, on a sauvé notre corps, mais on n'a pas sauvé notre neshama, à quoi ça sert? Alors je veux une preuve qu'Hachem est présent. Je veux une preuve que la Shrina réside en Israël. La Shrina, ça veut dire quand tu fais appel à lui, ça intervient. Tu le vois, tu vas le voir. Ça, je voulais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? On a allumé les nérotes. Et le feu est le révélateur de la présence divine. Pourquoi le feu? On l'avait expliqué une fois parce qu'il y a deux feux, en fait. Il y a le feu qu'on connaît et le feu qui brûle mais qui ne consume pas. Oui, c'est quand il part d'Égypte et qu'il trouve Hachem. Dans le buisson. Dans le buisson ardent. C'est qui le feu? Hachem. Enfin, la présence divine. Voilà, c'est pour ça qu'il dit dans le... C'est un feu qui brûle mais qui ne consume pas. Le feu qu'on a, nous, il brûle et il consume. Tu grattes une allumette, donc tu as l'avantage d'avoir le feu, la lumière, la chaleur, mais ça brûle. Ça construit, ça détruit. En même temps que ça construit, ça détruit. Mais Hachem, Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Il ne détruit pas Hachem. Il m'arrive quelque chose dans ma vie. C'est Hachem. Si ça me détruit, c'était pas lui. Si par exemple Yosef, il vit ce traumatisme-là, ouais, ce traumatisme d'être vendu par ses frères, et il tombe dans une déchéance morale où il se suicide. Mais il a traduit ça en pensant que ça brûle et ça consume. Puisqu'il pourrait mourir de ça, vous comprenez ou pas? Quand il a pris au piège par cette femme et qu'il va la tirer jusqu'en prison. Et c'est injuste qu'il est en train de vivre. Son médecin m'a dit, mais tu vois mec, t'es foutu. Oui, non. Vous savez pourquoi c'est ça? Vous savez pourquoi c'est pas Hachem?
Parce que ça brûle et ça consume. C'est pas Hachem. Si ça te brûle et ça te consume, c'est-à-dire que ça te détruit, c'est que c'est pas Hachem. Oui, c'est juste parce qu'on n'a pas ouvert les yeux comme il fallait. Ça nous a brûlé, ça nous a consumé parce qu'on n'a pas ouvert les yeux comme il fallait des fois. C'est ce que je t'explique. C'est pourtant, c'est pas être l'acte d'Hachem. Lui, il a fait ça dans une bonté future, et nous, on l'a pas vu, donc du coup, on s'est rongé à C'est ce l'intérieur que je de nous-mêmes. t'explique. C'est que c'est qui pense alors? Tu dis on l'a pas vu, c'est qui alors qui pense? C'est pas toi, c'est qui? Oui, bon, c'est généralisé, quoi. C'est moi, quoi. Non, c'est pas toi. Toi, c'est ce que tu aurais pensé. Tu aurais dû penser que ça brûle mais ça consume pas. Mais si ça consume, ça veut dire quoi? Bah, c'est pas toi, c'est Sarah qui t'a fait croire. Quand tu dis, mais tu vois bien, elle dit, il t'aime pas, regarde, il te fout en prison. Et tu as demandé ça en machine, ça n'a pas marché. Tu vois, tes espoirs, même tes espoirs, il te les envoie balader. Donc Hachem, il t'aime ou pas? Et tu vois, il t'a abandonné. Ça brûle et ça consume, c'est Sarah. Je sais que c'est Sarah, parce que Hachem, il brûle mais il consume pas. C'est ça le nerf de Hanouka. Ça brûle, mais ça reste, tu vois, c'est l'huile, elle reste au même niveau. Mais le feu, il devrait brûler le combustible. Ça brûle pas. C'est Hachem, t'as compris? Tu dois te rappeler toute ta vie maintenant que c'est comme ça que ça marche. Et que quand tu vois que ça te consume, quand tu vois des gens qui tombent dans des traumatismes personnels, etc., c'est qu'ils sont fait avoir par les Tzara, c'est pas possible qu'Hachem les brûle et les consume. Donc c'est les Tzara, c'est là que tu vas le savoir. Il t'a fait croire que c'était ça. Tu as cru que c'était ça. Tu l'as compris comme ça, mais tu n'as pas compris. Tu l'as compris à la lumière de ce que tu croyais. Mais étudie la Torah pour voir la vérité. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. C'est faux. Parce que Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. Ça t'a fait mal. Ça fait mal de quitter ses parents. Ça fait mal d'être vendu esclave. Ça fait mal d'être un esclave. Ça fait mal, hein. Mais ça ne consume pas. Parce que ce que tu vois, c'est ce que Hachem, il voulait pour toi. Yosef. Il voulait que Yosef, il arrive à canaliser son énergie. Pas pour parler de lui, mais pour parler de d'autres choses. Ah ben, il faut, qu'est-ce que je fais? C'est obligé d'évêder. Mais cette souffrance, c'est l'incapacité à s'adapter à ce que je savais de moi et de ce que je vois de moi. C'est ça qui me fait souffrir. Mais si je savais que c'était pour mon bien, j'aurais dit, mais 100 fois, fais-le moi. Vous avez compris ou pas? C'est parce que j'ai pas compris que j'ai mal. Mais quand j'ai compris, mais au contraire, j'ai dit, ouais, bah, j'ai espéré que ça, j'ai espéré être un évêque pour pouvoir... J'arrive pas à gérer cette énergie que j'ai de parler de moi et j'arrive pas à le gérer. Ben, si tu peux me trouver une solution, je serais content. Vous avez compris? Mais quand je vois la solution, mais je suis content. Mais c'est parce que je n'ai pas compris la solution que j'ai mal. Comment je vais supporter d'être chassé de mes parents, comment je vais supporter d'être rendu esclave alors que j'avais rêvé. C'est ça qui fait mal, le décalage qui fait mal. C'est ce que j'ai cru qui me fait mal. Oui, parce que ce que je vis en mettait un sens. Ça m'en soit ma amine et confiance en Dieu que ce que tu vis, c'est pour ton bien. Essaie de comprendre que ça va te changer. Même si tu n'as pas forcément compris. Mais t'as changé ou pas? Mais t'as changé parce qu'à la lumière de ce que tu sais d'Hachem, qui fait du bien, ça ne doit pas te consumer. Ça fait mal. Parce qu'Hachem, il a fait exprès pour que tu sentes quelque chose, que tu évolues dans ta vie. Quand tu fais des études, c'est pas facile. Mais plus tu vas te casser la tête, plus tu vas devenir intelligent. Et ce que je te dis, c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Pas intelligent. Hein? Quand on fait des études, on devient instruit, mais pas intelligent. Aussi intelligent. Aussi, on comprend des nuances. L'intelligence, c'est la nuance. La nuance. Entre le bien et le mal, entre une chose et une autre. Ouais, c'est de l'intelligence. D'avoir de la sensibilité intellectuelle. C'est ça s'apprend. Quand vous lisez du Victor Hugo, vous n'êtes pas la même chose que quand si vous avez fait vous avez petit Tintin et Milou. C'est pas pareil. Donc, il y a une autre façon de penser, c'est l'intelligence. Oui, c'est pas mal. Hein, vous avez compris? Oui, parce que vous avez l'intelligence émotionnelle de voir l'imagination se déborder. Même en lisant Mickey, c'est très intéressant. Je vous le démontrerai. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit que c'est pas intelligent. J'ai dit il y a des niveaux d'intelligence. Ça va? Des niveaux d'intelligence. Mais il y a des niveaux d'intelligence. Essayer d'écrire comme Victor Hugo, c'est pas facile. Ok, c'est l'intelligence. Donc ça veut dire qu'il y a des niveaux d'intelligence. Mais c'est-à-dire on évolue dans la vie. Vous avez compris? C'est ça que je veux vous apporter. C'est que tout ce que nous vivons est là pour nous bonifier et nous apporter à devenir quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un cheminant qu'Hachem il choisit pour nous, pour nous aider. Ouais, mais est-ce que lui, il a pas tout calculé? Qui? Ça me fait réfléchir depuis tout à l'heure. Hachem. Oui, mais bien sûr. Parce qu'il a envoyé toutes ces épreuves. Bien sûr. Il fallait, quoi qu'il en soit, que pour Paro, ce que Yosef, il lui dit, il l'accepte. Parce qu'il aurait pu ne pas accepter. Ouais. Paro, ce que Yosef lui a dit, ouais, tu as mal interprété Il pouvait pas refuser. mon rêve, tu retournes en prison. Il pouvait pas refuser. Mais il pouvait pas refuser parce que c'est Hachem indirectement qui lui a envoyé ce rêve pour que... T'as raison. Mais Donc c'était calculé. Au bout du compte, t'as raison. Tout est calculé. Il voit l'avenir, il voit le futur, il voit tout ce qui se passe. Mais c'est pas seulement ça que je veux dire. Après, c'est difficile de se mettre à notre niveau
et de penser que tout ce qu'on vient, il y a une remise Il en faut que tu question sois... personnelle. Non, mais il faut que tu à comprennes avoir. qu'il faut que tu sois cette personne pour que ce calcul se fasse. Si tu n'es pas la personne, Hachem ne pourra pas faire ce calcul. C'est comme tu dis, tu fais des études, tu as eu ton diplôme, on peut t'utiliser, tu vas travailler dans tel domaine, dans tel secteur. Mais si tu n'as pas ton diplôme, tu ne pourras pas entrer dans ces secteurs. C'est impossible. Mais j'ai envie. T'aurais des Moi, j'ai embûches. envie. Et si tu triches pour l'avoir, tu ne pourras pas non plus rentrer. Parce que tu vas rentrer, mais tu vas être malheureux. Tu vois ce que je veux dire? On demande d'avoir des compétences. Des compétences morales, des compétences de charisme, des compétences de midot, des compétences, il faut des compétences. Et plus tu rentres là-dedans, et plus tu deviens performant, et plus tu le fais au service d'Hachem, et plus tu vas être utilisé. Obligatoirement. On va faire appel à toi sans que tu le saches. On va faire appel à toi parce que tu as des midotes, parce que tu as tout ce que tu veux. Et les gens, et on est attiré par ça. Paro, tu sais ce qu'il a vu Paro? C'est pas cohérent ce qu'a fait Yosef. Je vais pas aller voir un type qui est idolâtre et je lui dire, tu sais, c'est pas moi qui vais t'interpréter, c'est Dieu. Il va dire, attends, j'ai pas compris, je suis venu voir un psychanalyste, moi je peux pas voir un religieux. C'est le cohérent son discours, il est cohérent son discours. Non. Ça a marché ou pas? Ça marche. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Si tu penses vraiment ce que tu dis, ça rentre dans le cœur des gens. T'as compris? Et s'il n'était pas convaincu par Yosef, le projet d'Hachem n'aurait pas pu se réaliser non plus. C'est ça la compétence. Tout ce que tu penses de vrai, ça rentre dans le cœur des gens. Et si tu baratines, ça passe pas. Et sans que je le sache, ça se sent. C'est comme ça. Si tu baratines tes enfants, tu baratines ta femme, tu baratines machin, tu fais croire des trucs, à un moment donné, ça marche pas. Ça n'a pas d'avenir. Parce que ça se sent, c'est comme ça. Donc Yosef était tellement convaincu, et c'est grâce aux 13-12 ans de prison qu'il a passé qu'il a été convaincu, qu'il va lui dire ça, l'autre il va rentrer dans son jeu à fond la caisse. Mais comment ça se fait qu'il l'a choisi tout de suite Paro? Mais non, attends, il est arrivé, ok, je veux bien. Ben, on va voir, on verra les années de famine, abondance, famine, on verra. Et après, bon, peut-être je te nommerai roi. Il a attendu de voir quand même. Non, tout de suite il a nommé, pourquoi? T'as compris ça? La conviction personnelle. C'est pourquoi? Parce qu'un type qui a la pression de sortir de prison, qu'est-ce qu'il va te dire? Par expérience, il va se vendre ou pas? Il va se vendre pour sortir de prison? Ouais. Ben évidemment. Mais si C'est comme il s'est vendu pour 2 ans avant. Mais s'il se vend pas, c'est que la pression, il la supporte ou pas? Mais évidemment. Évidemment qu'il la supporte. Ça veut dire qu'au lieu de dire oui, moi, mais, attends, j'ai tout ça derrière moi, attends, je vais en sortir de cette galère de prison, oui ou non? Donc je vais parler de moi. Mais tu vois bien que la pression qui est derrière lui de 12 ans, il a préféré mettre Hachem devant. C'est-à-dire qu'il n'a rien qui lui fait pression. Rien. Mais un type comme ça, mais c'est énorme. Il peut rentrer au gouvernement tout de suite. Parce que la pression du gouvernement, c'est ce que c'est la pression du gouvernement. Direct, je le mets roi. Est-ce que c'est son mérite d'être compris, ça? sadique alors? Mais c'est D'avoir ça. ce titre là. Mais évidemment. Mais tout ça, c'est logique, tout ça, ce que je te dis, c'est logique. Parce qu'il est il n'y a rien qui lui fait pression. Hachem est avec lui, tu comprends? Ça veut dire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien, zéro, tu comprends? C'est énorme. Tu comprends? Le voir à notre échelle, c'est un peu plus. Ça, c'est, hein? De le voir à notre échelle, c'est un petit peu plus dur. Ouais. Oui, c'est dur, un c'est peu vrai. moins visible. J'ai compris. Moi, je dis juste, secours, c'est pourquoi faire. C'est pour dire, voilà ce qui existe. On n'aura pas les épreuves de Yosef, je te rassure, et ça. Mais chacun à son niveau, il peut avoir des convictions. C'est ça le Yesod. Le principe de base qu'il faut retenir, c'est ça. Que chacun, et plus tu te donnes, et plus tu vas avoir des choses que tu aurais jamais imaginées. Tu comprends? C'est comme tu dis, entre l'expression de la réalisation professionnelle et les études, est-ce que tu aurais imaginé, étudiant, ce que tu vis aujourd'hui? Non. Mais il fallait rentrer dans le monde du travail et pour le savoir. Si tu rentres pas dans la Torah complètement, tu pourras jamais l'imaginer. Ça sert à rien. Il faut s'investir, il faut rentrer dans la Torah, il faut rentrer dans les mitzvot, il faut avoir la Yirat Shamayim, il faut avoir peur de rater, il faut avoir peur du Yitzhak, il faut avoir peur... Mais si tu rentres pas là-dedans, mais tu ne sauras jamais de ta vie. Tu vas toujours de l'extérieur où il est religieux, les machins. Okay. Tu n'as qu'une vue extérieure. C'est comme tu as une vue d'étudiant sur le monde professionnel. Mais tu n'as pas l'expérience du professionnalisme. Tu n'as rien, zéro. Tu vois de l'extérieur, tu vois derrière la fenêtre. Bah, mais rentre dedans. Rentre, tu verras. Et quand tu rentres dedans, bah, c'est plus la même chose. C'est plus le même homme. Ça n'a rien à voir. Quand tu as peur de rater ou tu as envie de réussir, ça n'a rien à voir que quand tu fais quelque chose que lorsque tu l'espères ou quand tu le vois de l'extérieur. Ça n'a rien à voir. C'est pas cet homme-là qu'on veut voir, nous, c'est celui qui réussit.
Yaakov, il a étudié 14 ans à l'Yeshiva, il va s'expérimenter, c'est son beau-père Lavan, vas-y, amuse-toi. Mais c'est comme ça. C'est comme toi, tu dis, j'ai fait des études, mais le monde du travail, ça demande d'avoir plus d'empathie, de sourire aux gens, de parler aux gens. On passe à l'école. On ne met pas des lunettes, on va t'expliquer comment ça marche, les verres, les machins, je comprends, mais dans le monde du travail, c'est autre chose. Il y a plus d'humain, il y a plus de vérité humaine qui se passe. Donc, et ça, tu peux pas l'imaginer. Il faut le vivre. Mais la Torah, c'est pareil. Tant que tu pratiques pas la Torah et Mitzvot, mais sincèrement, ça veut dire avec toute la sincérité qui est derrière, tu vas pas te rendre compte de ce que ça représente. Et la satisfaction personnelle que tu peux en tirer, mais elle est énorme. Mais c'est ça, Hanouka. On voudrait que la Shrina elle réside en Israël. Que quand je m'adresse à lui, il est là. Quand je vois quelque chose, je sais que c'est lui. Il m'arrive un truc, c'est Hachem. Je sais pas de ça fait, j'ai pas de doute. Tu comprends? Il m'arrivait n'importe quoi, c'est grâce à Dieu. Mais c'est toujours grâce à lui. C'est-à-dire que quoi qu'il m'arrive, c'était grâce à lui. Tu dis, tu te rends compte des expériences que vit Yosef, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça veut dire que maintenant j'ai compris que grâce à ça, je suis devenu ça. Et j'ai gardé cette lucidité que c'était grâce à Dieu. Tout le temps grâce à Dieu, tu vois. Et même je vois le truc de Potiphar, et je vois le truc du Sarah Mashkim, j'ai grâce à Dieu, parce que c'est grâce à ça que j'ai atteint un niveau... tu comprends? Et dans ton bonheur aussi, grâce à Dieu, tout ça c'est pareil. On a une famille, des enfants, des machins, grâce à Dieu. On a la chance de pouvoir partager quelque chose avec une famille, c'est grâce à Dieu, c'est énorme. On peut transmettre quelque chose à nos enfants, c'est grâce à Dieu. C'est fantastique. Il faut toujours voir le tov. Parce que tout ce que fait Hachem, c'est que dans l'intérêt de l'homme. Jamais contre lui. Donc quand les Israéliens diront, tu vois, ça marchera pas, tu me laisses tomber, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, c'est pour les religieux, c'est pour machin. C'est un faux projet. Parce que grâce à Dieu, il y a des cours, grâce à Dieu, on a la Torah, grâce à Dieu, on a la chance de pouvoir y accéder, grâce à Dieu, on peut avoir du temps. Et vous savez que toutes les autres... Si vous regardez un petit peu l'histoire, vous allez voir que les gens, ils n'avaient pas le temps. Parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient tout le temps dans le boulot, dans les trucs. Regardez nos parents, ils ont travaillé à partir de l'âge de 16 ans, 14, 15 ans. Ils n'ont pas eu le temps de faire des études, ils n'ont pas eu le temps de s'informer, ils n'ont pas eu le temps de s'éduquer, ils n'ont rien. Et tout de suite, il fallait vivre, il fallait machin. Mais avant, c'était pire, avant. Avant, il y avait les pogroms, les machins. L'étude à Torah, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on a la chance, c'est une chance. On a une période de l'histoire qui est extraordinaire, je vous dis la vérité. C'est paisible ce qu'on vit aujourd'hui. On a du temps devant soi. Ce qu'on n'a jamais eu avant. Donc ça, c'est un temps exploité. Il faut pas que ça dorme. Parce que là, on va arriver à la fin des temps. Il faut pas que je regrette ce que j'ai pas fait. Donc il faudrait avoir conscience de ça. On a cette conscience, on va dire, avec nos enfants. On dit, ouais, mes enfants, je vais les aider, je vais les préparer à ça. Mais toi aussi, tu peux y arriver. Tu sais, 10 ans dans la Torah, ça change un homme de façon radicale. Mais radicale. Mais il faut commencer. Il faut accepter cette condition. Il faut avoir peur de rater. C'est comme j'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai envie de la gagner, mais j'ai aussi peur d'en perdre. Donc je fais attention à l'économie, je sais où je mets de l'argent, je ne mets pas, je prends pas trop de personnel, je calcule. Et c'est dans ta vie spirituelle, c'est pareil. Tu veux gagner le maximum et tu veux pas en perdre. Tu sais que quand tu fais une bêtise, tu as perdu. Tu vois, quand tu as fait une mitzvah, tu as gagné. Voilà, c'est tout. C'est ce calcul-là. Et c'est à la lumière de la Torah, toujours pareil. Je sais pas, je m'abstiens. Je sais pas. Je m'abstiens. Ou je téléphone, j'apprends. J'ai peur de pas savoir. Voilà, j'apprends. Pas toujours comme ça. On vit sans savoir, c'est pas possible. C'est ça l'obscurantisme, tu as compris? Il faut pas rentrer là-dedans. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on apprenne, et on a cette chance de le faire. C'est dommage de ne pas en profiter. Père Hachem, qu'on ait toujours la satisfaction de l'étude de la Torah. Amen, amen. Amen.